L'histoire commence alors qu'une ville paisible est attaquée par un monstre appelé Keiju. L'alerte Keiju retentit dans toute la ville et les gens sont dirigés vers des zones de sécurité désignées. Cette chose est énorme, et elle cause des destructions massives en parcourant la ville, alors une force de défense arrive et ouvre le feu sur elle. Ce n'est pas la première fois que l'humanité est attaquée, et certaines personnes observant la scène attendent impatiemment de voir quelle division de la force de défense va arriver. Il s'agit de la 3e division, qui entre rapidement en action et inflige quelques dégâts au Keiju. Une fille de la division porte un gros canon et utilise l'immense puissance de cette arme pour faire un trou dans le Keiju, mettant fin à ses jours sous ses yeux. Ensuite, notre protagoniste, Kafka, est stupéfait de voir à quel point le monstre était énorme. Les parties de son corps sont éparpillées partout, et il dit aux autres membres de son groupe qu'ils devront sûrement faire des heures supplémentaires pendant un certain temps. Les citoyens des environs acclament la 3e division pour avoir accompli sa mission sans perte. Kafka arrive devant la foule rassemblée, et tandis que les héros s'éloignent du monstre vaincu, Kafka marche vers lui. C'est parce que son travail commence après la fin de la bataille. Lui et son groupe font le travail dont personne ne se soucie et dont personne n'est reconnaissant, ils sont chargés de démonter les Keiju vaincus et de s'en débarrasser. C'est ce que fait Kafka, qui dépose un échantillon du monstre dans un drone. Leur travail n'est pas aussi prestigieux que le combat contre la bête, mais il s'agit d'un combat à part entière. Cela est parfaitement démontré lorsque Kafka remarque que quelqu'un soulève quelque chose qui ne devrait pas l'être et que l'engin explose, blessant quelqu'un. Heureusement, Kafka a déjà eu des blessures de ce type auparavant, et il gère la situation. Ces hommes ont une tonne de travail devant eux, et Kafka déplore que les patrons veuillent qu'il nettoie ce gigantesque gâchis en une semaine seulement. C'est à ce moment-là que Kafka apprend qu'il va devoir changer de secteur en raison du manque de personnel, et il est choqué d'apprendre qu'il va devoir s'occuper des intestins. Kafka est traîné à l'écart, et les autres discutent de l'état des intestins. Kafka arrive aux intestins et perd instantanément l'appétit. Mais c'est un travailleur acharné, et Kafka fait fi de son malaise pour accomplir son travail. Ce soir-là, Kafka rentre chez lui épuisé et fait de son mieux pour se débarrasser de l'odeur du travail. Un reportage est diffusé sur la division 3 et son capitaine, Mina. À seulement 27 ans, elle n'est pas seulement devenue capitaine, elle a aussi réussi à tuer des centaines de Keiju. Un coup d'œil en arrière montre qu'elle et Kafka étaient amis et qu'elle était émue lorsqu'ils se sont promis d'éliminer les Keiju ensemble. Mina est aujourd'hui incroyablement populaire et célèbre, et il est question qu'elle devienne candidate au poste de commandant des forces de défense. Kafka se demande comment il a pu se retrouver du côté opposé, mais cette pensée est trop déprimante, alors il essaie de ne pas y penser. Il se rappelle que le nettoyage est aussi un travail important qui aide les gens. En outre, il peut manger ce qu'il aime et a un appartement qui lui convient. Kafka pense que cela devrait suffire et s'endort. Le lendemain matin, Kafka arrive au travail où on lui présente l'étudiant à temps partiel qui travaillera désormais avec eux. Il s'appelle Ishikawa et est déterminé à rejoindre les forces de défense. Le collègue de Kafka lui fait remarquer que Kafka avait le même rêve que lui, mais qu'il a finalement abandonné et est devenu un vétéran de l'entreprise de nettoyage. Ishikawa se demande pourquoi il a abandonné, et Kafka admet qu'il s'est rendu compte que ses capacités étaient limitées. Il a fait des efforts, mais il y a toujours quelqu'un de meilleur. Kafka essaie d'adopter une attitude positive, mais Ishikawa est tout à fait sérieux. Il déclare qu'il n'abandonnera jamais, quelle que soit la raison, et ne peut donc pas comprendre la logique de Kafka. Il ne veut pas comprendre non plus, alors il va se faire changer. Tout le monde pensait qu'ils s'entendraient grâce à leur rêve commun, mais Kafka est furieux car il sait qu'il n'y avait pas moyen de répondre à la question du gamin sans avoir l'air malheureux. Kafka est obligé de réfléchir et se demande si démissionner est vraiment une mauvaise chose. Ils se rendent tous au travail et passent en revue le plan de la journée. Ils décident quelles parties doivent être préservées pour la recherche et quelles parties doivent simplement être détruites. Ishikawa est affecté aux intestins. Kafka se réjouit de l'attitude du jeune homme, mais il apprend qu'il sera également affecté aux intestins pour le 2e jour consécutif. On lui dit que c'est parce qu'il est doué pour les intestins, et Kafka se promet de montrer à tout le monde ce qu'il sait faire. Le patron fait remarquer que Kafka se plaint beaucoup, mais reconnaît qu'il est un travailleur assidu. S'il avait réussi l'examen, il aurait été un bon officier des forces de défense. Par la suite, Kafka est heureux de constater qu'Ishikawa a été dégoûté par l'expérience de l'intestin, mais qu'il l'a vécu tout aussi mal puisqu'il doit s'empêcher de vomir. À ce moment-là, Kafka remarque que le gamin n'a pas apporté grand-chose à manger. Ishikawa lui répond brutalement qu'il n'a pas beaucoup d'appétit, mais Kafka lui donne une boisson vitaminée. Il insiste pour qu'Ishikawa mange et boive autant qu'il le peut, sinon il ne pourra pas tenir toute la journée de travail. Kafka lui propose également des bouchons de nez. Ishikawa les refuse, mais Kafka insiste sur le fait que cela l'aidera. À la fin de la journée de travail, tout le monde se nettoie et un groupe part en premier. Kafka est heureux de constater que la partie la plus difficile du processus de nettoyage est maintenant terminée. Ishikawa arrive, et Kafka pense qu'il veut une revanche de leur petit match de catch, mais Ishikawa le remercie étonnamment de l'avoir aidé à passer la journée. Avant de partir,
Ishikawa lui fait remarquer que la force de défense a changé l'âge limite pour s'engager, il est désormais de 33 ans. Ishikawa sait que ce ne sont pas ses affaires, mais il a vu que Kafka avait l'air triste quand il a parlé de la force de défense plus tôt. Ishikawa lui dit qu'il n'a qu'à démissionner s'il le souhaite, mais Kafka le remercie et déclare qu'Ishikawa est une meilleure personne qu'il ne le pensait. Ishikawa essaie de garder son caractère nerveux et rappelle à Kafka qu'il s'en fiche, mais à ce moment-là, un monstre apparaît et l'attaque. Kafka le sauve juste à temps, mais il est en mauvais état. Ishikawa est choqué par ce qu'il appelle un yoju, et Kafka doit le sauver d'une nouvelle élimination. Kafka lui dit de courir chercher de l'aide, mais il refuse de quitter Kafka. Kafka rappelle à Ishikawa qu'il est censé rejoindre les forces de défense, mais qu'il ne pourra pas le faire s'il meurt maintenant. Kafka demande à nouveau à Ishikawa de partir, ce qu'il fait. Kafka se fait poursuivre par le monstre terrifiant dans les rues et parvient de justesse à esquiver ses attaques. Il s'échappe un instant en se précipitant dans un bâtiment étroit et traverse une vitre. Un autre regard en arrière montre que Kafka et Mina ont tous deux perdu leur école et leur maison. Kafka détestait les keiju, mais uniquement parce qu'ils l'empêchaient de terminer sa partie de Pokémon. Mina était déçue d'apprendre qu'il ne s'intéressait qu'à cela, mais Kafka gardait une attitude positive. Quant à Mina, elle était triste parce qu'un chat nommé Miko était mort. Ils deviennent sérieux en regardant tous les dégâts causés par les keiju, et déclarent simultanément qu'ils rejoindront la force de défense. Ils s'insultent l'un l'autre pour cette idée folle puisqu'ils sont tous les deux si jeunes, mais ils décident finalement d'organiser une compétition pour voir qui deviendra l'officier le plus cool. Kafka est persuadé qu'ils peuvent y arriver et déclare qu'ils élimineront tous les keiju ensemble. De retour dans le présent, Kafka réalise que les choses n'auraient pas dû se terminer ainsi. Il doit cependant continuer à courir, car le monstre défonce les immeubles pour l'atteindre. Kafka décide de s'opposer au monstre et de s'attaquer à ses jambes. Malheureusement, il n'a aucune chance car le monstre l'attaque instantanément, et Kafka se demande pourquoi les choses se sont terminées ainsi. Kafka hurle à l'agonie lorsque le monstre le piétine, et il ne peut plus bouger car sa jambe est cassée. Kafka perd tout espoir car le monstre est sur le point de le dévorer, mais Ishikawa apparaît pour le sauver juste à temps. Kafka le traite d'idiot, mais Ishikawa lui explique qu'il a déjà prévenu les forces de défense. Kafka voulait dire qu'il était idiot d'être revenu, mais Ishikawa lui fait remarquer que s'il abandonnait Kafka, il ne pourrait jamais devenir un officier de la force de défense. À ce moment-là, Kafka a des flashbacks de la lettre de refus qu'il a reçue de l'armée et qui a anéanti ses rêves. Il se maudit d'être aussi inutile tandis qu'Ishikawa se fait rosser par le monstre. Kafka est furieux car il n'a pas changé du tout. Il n'a pas été capable de protéger le chat de son ami, et maintenant il n'est même pas capable de protéger le nouveau venu au travail. La frustration de Kafka le pousse à hurler de rage au moment où Ishikawa est sur le point d'être éliminé par la bête. Cependant, à ce moment-là, le monstre est absolument réduit en pièces, laissant les deux hommes sous le choc. Une voix féminine déclare que la cible a été éliminée, et Kafka est choqué de voir que Mina est arrivée avec les autres membres de la 3e division. Elle demande à certains membres de son équipe de s'occuper des blessés pendant qu'elle et les autres vont chercher d'autres yoju. Kafka est examiné, mais il est très mal en point et ne réagit pas. Ce soir-là, à l'hôpital de Yokohama, Kafka s'émerveille de voir à quel point Mina est devenue étonnante. Elle a été capable d'éliminer un monstre aussi terrifiant en un instant, et Kafka en conclut qu'elle est allée dans un endroit qu'il ne pourra jamais atteindre. Kafka pensait être seul, mais il est choqué d'apprendre qu'Ishikawa est juste à côté de lui. Ishikawa lui fait remarquer que si Kafka ne l'avait pas secouru et ne lui avait pas dit de s'enfuir, il serait mort alors qu'il est. Kafka est alors choqué quand Ishikawa dit qu'il est cool, et Kafka pense à sa compétition avec Mina pour devenir l'officier le plus cool. Ishikawa pense que Kafka devrait être officier, mais déclare une fois de plus que c'est à lui de décider. Kafka se frappe lui-même, sortant enfin de son état d'esprit négatif, en se demandant pendant combien de temps il avait l'intention de fermer les yeux. Il remercie Ishikawa et lui dit qu'il est vraiment quelqu'un de bien. Kafka ne pense toujours pas qu'abandonner soit une mauvaise chose, mais il n'est certainement pas bon de se tromper soi-même. Il déclare alors avec confiance qu'il cherchera à nouveau à devenir un officier des forces de défense. Sa déclaration héroïque est cependant interrompue lorsqu'il est choqué de voir un monstre planer au-dessus de lui. Cette chose dit qu'elle l'a trouvé et s'enfonce dans la bouche de Kafka. Ishikawa se demande s'il va bien, mais ce n'est manifestement pas le cas, car il allait et se débat dans tous les sens. Ishikawa va le voir, mais il est choqué de trouver un monstre dans le lit de Kafka. Kafka regarde nonchalamment Ishikawa, puis nonchalamment son reflet. Le choc finit par les atteindre, et Kafka essaie de dire à Ishikawa de se calmer et que c'est lui. Ishikawa se calme, mais un vieil homme arrive pour appeler les forces de défense. Les gars paniquent en pensant à ce que les forces de défense font au keiju, et ils paniquent alors qu'Ishikawa dit à Kafka de s'enfuir. Un autre retour en arrière montre Kafka expliquant à Mina comment immobiliser le keiju. Elle prend des notes, car il lui dit qu'elle doit attaquer les jambes et les attacher. Mina est effrayée à l'idée de combattre un monstre, et Kafka lui assure que le moment venu, il sera à ses côtés. De retour dans le présent, Mina se dit que ce n'était qu'un mensonge. À ce moment-là,
Mina est informée qu'un Keiju a été repéré à l'hôpital de Yokohama, et elle déclare qu'elle va s'en occuper. Elle enverra ses officiers sur place et ils élimineront le Keiju. Un autre retour en arrière montre que Mina s'est moquée de Kafka parce qu'il avait dit qu'il serait à ses côtés lorsqu'elle aurait peur. Kafka était très embarrassé et il lui a dit de ne dire à personne qu'il avait dit cela. En fait, Mina était très reconnaissante, elle l'a donc remercié et a convenu qu'il n'y avait rien à craindre tant qu'ils étaient ensemble. De retour dans le présent, Mina a rassemblé sa division et se prépare à se rendre à l'hôpital pour éliminer le Keiju qui y est apparu. Une alarme retentit dans toute la ville, demandant aux gens de se mettre à l'abri du Keiju. À l'hôpital, les gars paniquent car le vieil homme est terrifié par Kafka. Uchikawa pense qu'ils peuvent dissiper le malentendu si Kafka sourit, mais le sourire de Kafka est horrifiant, il ne fonctionne manifestement pas car le vieil homme s'évanouit. Kafka se précipite pour l'aider, mais il est choqué par sa propre force, car il détruit la zone au moindre contact. Kafka n'arrive pas à croire qu'il a fait tout ça et les autres remarquent que Keiju est là. Uchikawa est sûr que les forces de défense sont en route, et ils acceptent de partir. Kafka tente de s'enfuir par la fenêtre, mais il est à nouveau choqué lorsque sa lumière est touchée, détruisant un mur entier. Kafka se demande ce qui se passe avec son corps, mais il n'a pas le temps de réfléchir car les gens commencent à paniquer. Les deux hommes sautent par la fenêtre, mais Kafka s'élance bien plus loin qu'il ne le pensait. Uchikawa essaie de comprendre ce qui se passe, mais il commence à se demander si ce Keiju est vraiment Kafka. Il demande à Kafka s'il est vraiment lui, mais Kafka n'en est même plus sûr car son corps devient incontrôlable. Uchikawa se demande si cette transformation est un mode spécial de Kafka, mais ce dernier n'en a aucune idée. C'est alors que le parasite sort de sa bouche pour dévorer un oiseau vivant. Heureusement, Kafka revient en arrière, mais il révèle qu'il y a un problème. Uchikawa se demande quel genre de choses terrifiantes les attend, mais Kafka lui répond qu'il a envie de faire pipi. Uchikawa lui dit de se retenir, mais il n'y parvient pas, et Kafka se reproche d'être un adulte incapable de se retenir. Uchikawa fait remarquer que Kafka ne semble même pas avoir les bonnes parties pour faire pipi, et il se demande même d'où cela va sortir. Kafka les choque alors tous les deux en urinant par ses tétons. Kafka a encore plus honte, mais Uchikawa lui rappelle qu'ils ont des choses plus importantes à faire. Kafka se demande s'il peut encore rejoindre la force de défense telle qu'il est maintenant, mais Uchikawa lui fait remarquer qu'il est ce que la force de défense élimine. Ils ne le laisseront probablement pas rejoindre la force de défense, et au lieu de cela, ils le détruiront tout simplement. Kafka devient sérieux lorsque ce fait commence à se faire sentir. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi puisqu'il vient de décider de rattraper Mina. Il s'apprête à pénétrer dans une zone interdite, mais Kafka sent que quelque chose approche. Il ne s'agit pas de la force de défense, mais d'un mouvement souterrain. Une explosion se produit ailleurs dans la ville et les forces de défense reçoivent un rapport indiquant qu'un autre Keiju est apparu. Kafka est capable de dire qu'il s'agit du même type de Keiju que celui qui les a attaqués précédemment. Uchikawa fait remarquer qu'ils ont déjà déclenché l'alarme à cause de Kafka, et il espère qu'il n'y aura pas de victimes. Ce Keiju va occuper les forces de défense, c'est donc le moment idéal pour se cacher. Ailleurs, une fillette sanglote alors que sa mère est prise au piège et qu'elles sont retrouvées par le Keiju. La mère supplie sa fille de s'enfuir, mais il est trop tard car le Keiju est sur le point de la dévorer. C'est alors que Kafka arrive et frappe le Keiju d'un coup de poing incroyablement puissant. Kafka s'étonne une fois de plus de sa puissance et va voir si la jeune fille va bien. Bien sûr, elle a peur de lui, alors Kafka se rappelle de sourire, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Il sauve la mère inconsciente et Uchikawa lui explique qu'elle s'en sortira. Le Keiju revient et Kafka leur dit de sortir de là. Uchikawa se demande ce qu'il compte faire, et Kafka lui révèle qu'il va essayer de frapper le Keiju aussi fort qu'il le peut. Kafka entame un compte à rebours tandis que son corps déborde de puissance et qu'il décoche un puissant coup de poing. Ce coup de poing détruit complètement le monstre, envoyant ses parties voler partout et son sang pleuvoir du ciel. Kafka n'arrive toujours pas à croire qu'il est si fort, et Uchikawa est persuadé que Kafka ne pourra jamais utiliser ce coup de poing sur un humain. Kafka leur dit qu'ils peuvent maintenant se rendre à l'hôpital en toute sécurité, mais il est plus terrifiant que jamais. Il dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter car les forces de défense seront bientôt là, et il s'en va. La jeune fille l'arrête et le remercie. Cela rappelle à Kafka la fois où Mina l'a remercié, et il imagine un avenir où il se battra aux côtés de Mina. Uchikawa veut qu'il s'enfuit avant d'être retrouvé, mais Kafka déclare qu'il n'abandonne pas pour autant. Kafka révèle à nouveau son visage humain et déclare qu'il doit aller se tenir aux côtés de Mina. La force de défense arrive peu après et se demande ce qui a bien pu arriver au Keiju anéanti. Mina demande à la petite fille de tout lui raconter, mais elle est terrifiée rien que d'y penser. Mina lui dit de ne pas s'inquiéter et lui promet qu'elle détruira tous les Keiju pour elle. La petite fille s'inquiète pour une autre raison, et Mina est choquée lorsque la petite fille lui demande de lui promettre qu'elle ne fera pas de mal au bon Keiju. Elle précise qu'il s'agit de celui qui a sauvé sa mère, mais Mina n'arrive pas à comprendre ce que la petite fille vient de dire. 3 mois plus tard, un reportage révèle que les forces de défense ont donné un nom de code au Keiju inconnu.
Il dispose d'un dessin de l'animal provenant d'un témoignage, et il l'appelle Keiju numéro 8. Tous les collègues de l'entreprise de nettoyage de Kafka supposent que le Keiju est probablement déjà mort. Uchikawa arrive au travail et pense que Kafka est devenu le premier Keiju de l'histoire à échapper aux forces de défense. Cependant, cela signifie que tous les officiers des forces de défense du pays sont à sa recherche. À ce moment-là, leur patron explique que Kafka et Uchikawa ont reçu quelque chose par la poste. Les autres gars racontent que Kafka passait un examen chaque année et qu'il devait toujours lui remonter le moral après avoir reçu les résultats. Uchikawa vérifie sa lettre et les autres le félicitent d'avoir réussi le premier tour des examens de sélection de l'armée de défense. En allant remettre sa lettre à Kafka, Uchikawa ne peut s'empêcher de vérifier les résultats de Kafka. Il y voit une bonne nouvelle et se précipite, tout excité. Les autres gars voient bien que cela signifie que Kafka a finalement réussi. C'est la dernière chance de Kafka d'entrer dans les forces de défense, alors les gars sont heureux pour lui. Il a enfin sa chance après avoir travaillé si dur pendant si longtemps. Uchikawa annonce avec enthousiasme à Kafka qu'il a réussi la première série d'examens, mais il devient furieux lorsque Kafka prend sa forme Keiju. Kafka se retransforme comme s'il n'avait rien remarqué, mais il ne se transforme pas complètement. Uchikawa lui fait remarquer qu'il vient de passer aux informations et qu'il doit donc être plus prudent. Nous apprenons alors qu'ils sont retournés à l'hôpital peu après l'incident et qu'ils ont menti sur tout. Uchikawa pensait que Kafka serait plus heureux de la lettre, mais Kafka révèle que c'est au deuxième tour qu'il échoue toujours. Uchikawa se demande si Kafka a vraiment l'intention de passer les prochains examens avec son corps de fou. Kafka lui assure que personne ne le remarquera, mais il n'arrive toujours pas à réussir sa transformation. Uchikawa fait remarquer que la première épreuve n'est qu'un test écrit et de la paperasse, mais qu'il y aura des officiers partout lors de la deuxième épreuve. Ce sera vraiment dangereux car ils élimineront Kafka à vue s'ils voient qu'il est un Keiju, mais Kafka déclare qu'il passera l'examen quoi qu'il arrive. Il a travaillé très dur ces 3 derniers mois, et c'est sa dernière chance puisqu'il a 32 ans. Uchikawa est tout aussi déterminé et déclare que, quoi qu'il arrive à Kafka, il n'abandonnera pas non plus. Ils conviennent que s'ils doivent le faire, ils le feront en tant que rivaux. Kafka va boire quelque chose, mais il a du mal à ouvrir sa bouteille d'eau. Il finit par la transformer et la détruire avec son immense force, si bien que Uchikawa retire tout ce qu'il a dit. Ils finissent de se disputer et Uchikawa leur annonce que les autres nettoyeurs vont bientôt arriver. Kafka est soulagé d'avoir réussi la première épreuve et déclare qu'il est temps de prendre sa revanche sur la deuxième épreuve. 10 jours plus tard, les gars arrivent à la base de Tachikawa des forces de défense pour l'examen. Uchikawa s'est déjà rendu dans une autre base lors d'une excursion, mais celle-ci est beaucoup plus grande. Celle-ci partage la zone avec la garnison des forces d'autodéfense, et les troupes sont donc omniprésentes. Uchikawa fait remarquer que cela rend les choses beaucoup plus dangereuses, car si Kafka se transforme à cet endroit, il sera éliminé en quelques secondes. D'autres examinateurs commencent à arriver et Kafka déclare qu'il est temps d'y aller. Il veut se faire enregistrer même s'ils sont en avance, mais une fille attire son attention en le traitant de vieillard. Kafka lui fait remarquer qu'il n'est pas vieux puisqu'il n'a que 32 ans, mais elle lui fait remarquer que c'est vieux. Elle lui demande de déplacer son camion, mais il lui répond qu'il y a des tonnes d'autres places de parking. Elle insiste cependant, car son chiffre porte-bonheur pour la journée est 5. Kafka en a assez de cette fille agaçante et déclare qu'il va lui apprendre les bonnes manières. Kafka est choqué lorsqu'elle enlève sa robe pour révéler son tailleur et déclare qu'elle va déplacer son véhicule elle-même. Les gars sont choqués par sa combinaison, qui semble lui donner un pouvoir immense, et elle soulève le camion d'une seule main. Ils sont horrifiés lorsqu'elle le jette de côté, et Kafka fait remarquer qu'il s'agit d'un véhicule de la société. Uchikawa se demande qui elle est, et elle révèle qu'elle examine le numéro 216. Elle s'appelle Kikoru et son hobby est d'éliminer les Keiju. Elle leur demande de se souvenir de son nom, et Uchikawa est choqué lorsqu'il reconnaît son nom de famille. Kikoru se tourne ensuite vers Kafka. Elle le renifle et lui fait remarquer qu'il a l'odeur d'un Keiju. Ishikawa explique rapidement qu'ils font partie de l'unité d'élimination des Keiju. Kikoru est alors choqué lorsque Kafka soulève facilement son camion, et elle suppose qu'il doit avoir sa propre combinaison électrique cachée. Kafka se présente comme l'examinateur numéro 2032 et demande à la petite fille de se souvenir de son nom. Sa présentation est interrompue lorsqu'il se rend compte que le majordome de Kikoru a pris sa place de parking. Kikoru pensait que l'examen serait vraiment ennuyeux, mais elle explique qu'il devient intéressant. Elle se promet de montrer à Kafka qu'elle est vraiment méchante et part. Ishikawa est furieuse contre Kafka qui a déjà utilisé ses pouvoirs, mais Kafka lui fait remarquer qu'il n'a pu transformer que la partie qu'elle ne pouvait pas voir. Ils disent à quelques gardes que le bruit n'était rien, mais Ishikawa dit à Kafka qu'il le renverra chez lui s'il fait encore des bêtises. Kafka sait que c'est sa dernière chance de soutenir Mina, et il se promet de ne pas abandonner cette fois-ci. Quelques instants plus tard, cependant, Kafka éprouve de grandes difficultés lors de l'examen. Il a suivi son entraînement et fait des exercices physiques très durs tous les jours, mais il n'arrive pas à suivre. Il y a quelques instants,
Ishikawa explique que la deuxième étape de l'examen comporte deux parties, un test de conditions physiques et un test d'aptitude. Ils ne peuvent pas changer leur aptitude, ce qui signifie qu'ils doivent obtenir les meilleures notes possibles au test de conditions physiques. Or, Kafka a beaucoup de mal. Il a toujours été en dessous de la moyenne, mais les choses ont empiré. Il prend vraiment du retard et se demande si les gens deviennent vraiment aussi faibles après 30 ans. Le fait d'être à la traîne amène Kafka à envisager de se transformer, mais ce serait tout simplement fou. Malheureusement, Kafka n'obtient pas de bons résultats et se retrouve à la 219e place sur 225. Kikoru révèle qu'elle s'est classée 5e et se moque de Kafka, qui n'a pas mis longtemps à le rattraper. Kafka réfléchit au fait qu'il lui a dit dramatiquement de se souvenir de son nom, mais il veut qu'elle l'oublie maintenant. Ishikawa est heureux que Kafka n'ait pas utilisé ses pouvoirs, et Kafka explique que ce ne serait pas juste s'il l'avait fait, puisque tout le monde a travaillé dur pour y arriver. Kafka a dit cela pour avoir l'air cool, mais il aurait aimé utiliser ses pouvoirs. Kafka est sûr qu'il aurait fait mieux, mais Ishikawa pense qu'il y a une autre raison pour laquelle Kafka a reçu le rang qu'il a reçu. Ailleurs, Mina voit les candidats de cette année. Son subordonné pense qu'elle s'en moque car tout ce qui l'intéresse, c'est d'éliminer les Keiju, mais il est choqué de voir qu'elle est prête à en savoir plus pendant qu'elle travaille. Il lui explique qu'un certain Izumo retient son attention. Il est sorti major de sa promotion et c'est le plus prometteur du groupe de cette année. Ishikawa l'a également remarqué, car il vient de se classer deuxième. Le troisième est Yaru, le major de sa promotion dans une grande université. Le premier est Kaguraji, l'étoile montante de la force d'autodéfense terrestre japonaise. Ils ne sont pas les seuls, car la plupart des candidats de cette année sont issus des meilleures universités. Normalement, des gens comme eux devraient essayer de devenir des officiers d'élite, pas des agents de terrain. C'est probablement la raison pour laquelle Kafka est si mal classé, et Kafka se rend compte que c'est la raison pour laquelle il semble si fort. Ishikawa explique que même parmi tous ces hommes forts, il y a une personne que tout le monde observe. Elle a été diplômée de California Neutralisation à l'âge de 16 ans. Elle a sauté des classes et est devenue la plus jeune à le faire. Il s'agit de Kikoru, et il l'appelle le plus grand talent de tous les temps. Les trois meilleurs l'observent et espèrent être à la hauteur. Ishikawa fait remarquer qu'il s'agit d'un groupe de candidats extrêmement compétents, dont aucun ne l'est plus que Kikoru. Kafka lui dit qu'il n'avait aucune idée qu'elle était si extraordinaire, mais il se fait battre par ses gardes du corps pour l'avoir touchée. Tout le monde regarde et suppose que Kafka est l'une des groupies de Kikoru. Kikoru rit de l'avoir démasquée une fois de plus, mais Kafka déclare qu'il va la démasquer à son tour. En réalité, Kafka sait que les choses ne vont pas bien, mais Ishikawa garde espoir. Depuis 2 ans, la deuxième partie de l'examen porte sur l'élimination des cadavres de Keiju. Ils veulent tester les connaissances des candidats sur les Keiju et leur capacité à travailler en groupe. Ils veulent aussi leur montrer que le travail ne se limite pas à l'élimination des Keiju. C'est pour cette raison qu'Ishikawa a choisi de travailler à temps partiel à l'unité d'élimination. Kafka reprend espoir et décide de tout miser sur la suite de l'examen. Ils arrivent à la deuxième zone d'entraînement et le vice-capitaine de la 3e division, Oshina, se présente. Il leur explique qu'il sera chargé de leur faire passer leur test d'aptitude. Lors de ce test, ils devront trouver des Keiju. Kafka est excité, car il pense qu'ils vont devoir les trouver pour simplement se débarrasser de leur corps, comme l'a dit Ishikawa, mais il est choqué lorsqu'Oshina dit en fait qu'ils vont devoir trouver et neutraliser les Keiju. Kafka est alors surpris lorsqu'un de ces Keiju immensément puissants tente d'attaquer Oshina, mais des mesures de sécurité l'en empêchent. Kafka est encore sous le choc, mais tous les meilleurs sont visiblement impatients de passer cette partie de l'examen. Kikoru se moque de notre garçon, et Kafka se demande ce qu'il est advenu de l'élimination des corps. Ishikawa explique que c'est ce qui s'est passé ces 2 dernières années, et il est lui aussi déçu. Oshina explique que cette partie de l'examen est très dangereuse, et qu'ils devront donc la faire en portant l'équipement Izumotech. Ishikawa l'essaie et est stupéfait, car la combinaison analyse les mesures de son corps et ajuste sa forme spécifiquement pour lui. La combinaison ne fait plus qu'un avec son corps, et Ishikawa sent même ses muscles se renforcer. Il s'agit de la combinaison de combat de la force de défense des démons, fabriquée à partir de matériaux organiques prélevés sur des Keiju. Elle multiplie considérablement la puissance de combat de son porteur. Ailleurs, Konami, l'opératrice de la 3e division, déclare qu'elle va commencer à mesurer la puissance de combat déchaînée de ceux qui portent leur combinaison. La puissance de combat d'Ishikawa est de 8%, celle d'Izumo de 18%, celle de Kaguraji de 15% et celle d'Yaru de 14%. La puissance de combat déchaînée indique la quantité de puissance de la combinaison qu'un candidat a été capable d'extraire, même après des tonnes d'entraînement. Elle est généralement de l'ordre de 20%, et ils ont de la chance s'ils obtiennent un seul candidat par an au-dessus de 10%. Ces 3 candidats dépassent les 10%, et Oshina se demande si cette année sera une année exceptionnelle. À ce moment-là, tout le monde est absolument choqué lorsque Konami constate que la puissance de combat Uneachette de Kikoru est de 46%. Tout le monde est en admiration devant elle, et Oshina se dit qu'elle a déjà atteint le niveau d'un chef de section. Elle n'a même pas encore rejoint les rangs de l'armée,
alors il suppose qu'il s'agit d'une sorte de record. Ishikawa s'en veut de n'avoir obtenu que 8%, mais Oshina explique que c'est déjà pas mal pour une première fois. Tant que les candidats n'ont pas de 0, ils réussissent, et Oshina explique qu'il n'a jamais vu de 0 auparavant. Il y a une première fois à tout, et tout le monde est choqué une fois de plus, mais cette fois, c'est parce que Kafka est révélé comme ayant une puissance de combat UNEHD de 0%. Tout le monde se moque de lui, et Konami se demande même s'il n'y a pas eu une erreur. Kafka leur dit de lui donner un peu plus de temps, car il essaie d'augmenter sa puissance de combat. Oshina éclate de rire en soulignant que ce n'est pas comme aller aux toilettes et qu'il ne peut pas se contenter d'extraire la puissance de combat. Oshina commence vraiment à apprécier Kafka, mais il pense qu'il ne pourra pas réussir l'examen. Kafka pense qu'il y a peut-être une astuce pour obtenir un meilleur pourcentage, et il essaie de la trouver avant la fin de l'examen. Kikoru est vraiment frustrée par lui, et elle aimerait qu'il montre le pouvoir qu'il a utilisé dans le parking. Oshina entre alors dans la pièce et révèle qu'il est temps de commencer la dernière partie de l'examen. Il explique que leurs cibles seront un Onju et 36 Yoju, et qu'ils ont été placés dans une zone d'entraînement urbaine. Ces Keiju ont fait 16 victimes au total, et ils ont été capturés vivants pour servir de support d'entraînement. Les candidats les combattront avec des armes anti-Keiju, et des drones surveilleront leurs actions. S'ils sentent qu'un candidat est en danger, ils activeront le bouclier de leur combinaison pour le sauver, mais cela signifiera aussi qu'ils échoueront à l'examen. L'examen étant extrêmement dangereux, Oshina ne peut pas garantir qu'ils survivront. Ils devront choisir s'ils veulent participer, et Oshina commence l'examen. Les candidats se précipitent avec enthousiasme, mais Kikoru prend de l'avance. Elle abat rapidement et facilement 2 Yoju, surprenant tout le monde. Kafka déclare qu'ils doivent aller de l'avant pour ne pas se laisser distancer, mais Ishikawa fait remarquer que c'est Kafka qui les retient. Kafka se défend en soulignant que les armes sont très lourdes sans l'aide de la combinaison. Il essaie de faire croire que c'est cool en disant que lui seul, le 0, peut comprendre cela, mais Ishikawa ne trouve pas ça cool du tout. Les choses se présentent mal, car Ishikawa fait remarquer qu'ils n'ont pas la puissance offensive des autres. Oshina révèle alors que Mina est arrivée pour assister à l'examen. Kafka se souvient du défi qu'ils avaient lancé pour savoir qui serait l'officier le plus cool des forces de défense, et il se calme. Il ne se soucie plus d'être un 0 et se rappelle que c'est sa dernière chance. Kafka se rend compte de quelque chose et demande à Ishikawa pourquoi ils sont surveillés par des drones. S'il voulait simplement savoir combien de Keiju ont été éliminés, il pourrait facilement le faire avec des capteurs. Ce n'est pas le cas, car en plus de tester leur capacité, ils testent également leur capacité à s'adapter à la situation. Les deux hommes réalisent que, puisqu'ils n'ont pas les mêmes capacités offensives, ils devraient plutôt soutenir tous les attaquants du mieux qu'ils peuvent. Ils constatent qu'un combat est en cours à proximité et se mettent en position pour aider. Kafka remarque les sabots de ce Yoju et le reconnaît pour l'avoir nettoyé. Son expérience lui permet de se rappeler que les grenades incapacitantes sont incroyablement efficaces contre ce Yoju. Il a une faible vue mais une très bonne ouïe. Une fois assourdis, ils sont des cibles faciles. Son expertise ne s'arrête pas là, puisqu'il dit à Izumo de viser l'estomac, son point faible. C'est ce que font les attaquants, et ils sont surpris de pouvoir vaincre la bête. Il remercie Kafka pour son soutien, mais ce dernier est contrarié parce qu'il les a appelés le gros pile de Kikoru. Dans la salle d'observation, ils font attention à ce que font Kafka et Ishikawa. Kafka fait remarquer à Ishikawa qu'ils ont démantelé plus de corps de Keiju qu'ils ne peuvent en compter. Il est persuadé qu'ils peuvent maintenant utiliser ses connaissances, et Kafka est soulagé de ne pas avoir besoin de son pouvoir Keiju. Il est enfin excité à l'idée de pouvoir rattraper toutes ses erreurs. Cependant, tout cet optimisme prend fin brusquement lorsqu'un Keiju surgit de nulle part. Kafka est projeté dans un immeuble et Konami détecte qu'il est gravement blessé. Il ne pourra pas continuer le combat, et le Yoju s'approche de lui, alors il prépare le bouclier de sa combinaison. Kafka se rend compte qu'ils vont probablement utiliser le bouclier, mais il sait que cela signifiera qu'il échoue à l'examen. Il sait que Mina l'observe, alors Kafka tente de se relever de force. Il refuse de se ridiculiser devant elle, mais cette bête est sur le point de le dévorer. Konami commence à activer le bouclier à distance, et Oshina se dit qu'il savait que Kafka serait le premier à abandonner. Il trouve que c'est vraiment dommage, car Kafka était un type très drôle. Cependant, à ce moment-là, le Yoju est réduit en miettes et Kikuro fait remarquer que c'est la 3e fois qu'elle montre Kafka. Elle déclare que tant qu'elle est sur le champ de bataille, personne ne peut abandonner. Kafka est stupéfait par elle, mais elle l'interrompt. Elle déclare qu'elle va vaincre encore plus de Keiju, et qu'il n'a plus qu'à s'allonger sur le sol comme un perdant. Les autres gars voient bien qu'elle s'attaque à la cible principale, mais ils refusent de la laisser les prendre. Kikoru élimine ensuite facilement un autre Yoju. Yaru pense qu'elle est beaucoup trop puissante et se demande si elle porte vraiment la même combinaison qu'eux. Kafka veut également s'attaquer à la cible principale, mais sa jambe est cassée et il ne peut même pas se lever. Oshina explique que Kafka souffre de multiples fractures et peut-être même de lésions organiques. Kafka se demande si cela signifie qu'il va devoir abandonner, mais il refuse de se laisser aller à cette réflexion.
Kafka pense à l'horreur qu'il a ressentie en constatant qu'il n'avait aucune capacité de combat et en pensant que cela signifiait qu'il ne pourrait jamais se tenir aux côtés de Mina. Il devient frustré lorsqu'il pense que seuls ceux qui ont du talent passent. Oshina recommande à Kafka d'abandonner et lui explique que les boucliers de la combinaison ne sont pas infaillibles. Kafka est devenu défiant et pense que c'est lui qui décide s'il abandonne ou non. Il déclare que même s'il est trop vieux pour rêver et même s'il a l'air d'un idiot, il a décidé de parier toute sa vie jusqu'à présent et de poursuivre à nouveau ses rêves. Au moment où Kafka fait cette déclaration, tout le monde dans la salle d'observation est choqué de voir que sa puissance de combat a augmenté de 0,01%. Kafka déclare que cette fois-ci, il n'abandonnera pas quoi qu'il arrive, et Mina le remarque. Kafka montre fièrement qu'il peut encore se tenir debout, ce qui étonne Konami car sa jambe est cassée. Oshina décide de le laisser faire, mais prévient qu'il activera le bouclier si les choses tournent mal. Kafka dit à Ishikawa de continuer sans lui puisque c'est l'accord qu'ils avaient, mais Ishikawa décide de le soutenir à la place. Kafka se rend compte que c'est exactement le genre d'homme qu'est Ishikawa, et il accepte donc son aide. Oshina se moque bien d'eux, car Ishikawa porte Kafka. Ishikawa admet qu'il est très gêné, mais ils sont tous les deux très déterminés. Les os cassés de Kafka lui font très mal, alors Ishikawa leur servira de jambe et Kafka utilisera toutes ses connaissances pour gérer l'attaque. Oshina veut déjà les doubler, car ils sont d'une grande drôlerie. Kafka demande à Ishikawa de suivre Kikoru, et il est surpris par la vitesse de son ami. Kikoru est occupé à forcer tout le monde à manger sa poussière pendant qu'elle bat une bande de Keiju, alors Ishikawa dit à Kafka d'être prêt à la soutenir lorsqu'ils la rattraperont. Tous les gars regardent Kikoru faire son truc, et ils sont déçus qu'elle ne les laisse même pas l'aider. Konami annonce que Kikoru a éliminé le dernier Yoju de la zone et qu'elle est déjà en train d'attaquer les Onju. Kikoru utilise une grenade pour énerver la bête, et elle en profite pour se mettre dans la position parfaite pour l'anéantir. Kikoru dit calmement que c'est la dernière en appuyant lentement sur la gâchette, ce qui fait sourire Oshina qui tire sur le monstre. Konami, stupéfaite, annonce que le Onju est vaincu et que la dernière étape de l'examen est terminée. Nos garçons sont bien sûr choqués car ils n'ont pas pu aider, et Kafka déclare que Kikoru est tout simplement trop rapide. Konami n'a plus qu'à ramener le drone et à envoyer des médecins pour les blessés. Oshina est surpris que l'examen se soit terminé si rapidement alors qu'il a fallu beaucoup de temps pour le mettre en place. Mina est impressionnée par le fait que Kikoru est encore plus puissant qu'on ne le dit, et Oshina est choquée que Kikoru ait été assez puissant pour attirer l'attention de Mina. On s'attendait à ce qu'au moins 30 personnes abandonnent, mais aucune ne l'a fait, et Oshina est assurée que c'est grâce à Kikoru. On peut s'attendre à une telle performance de la part de la fille du directeur Shinomiya. Oshina est persuadée qu'elle deviendra une grande figure de l'armée de défense, une source d'espoir pour le pays tout entier. De retour à l'examen, Kikoru espère simplement qu'elle a pu rendre son père fier en étant parfaite sur le champ de bataille. Kikoru se détend et décide d'aller se moquer un peu plus de Kafka, mais un être étrange apparaît derrière elle et cause instantanément d'énormes dégâts. À ce moment-là, tout le monde est horrifié de voir les Keiju déchus se remettre en mouvement. Kikoru a tout juste réussi à protéger son cœur en concentrant tout son bouclier sur un seul point, mais elle décide qu'elle peut encore se battre. Elle est stupéfaite lorsque le mystérieux monstre est capable de parler et se demande comment elle peut encore bouger. Kikoru détermine qu'il s'agit d'un Keiju, mais elle est choquée de voir qu'il est intelligent. Kikoru décide de l'attaquer, mais le monstre la frappe instantanément à plusieurs reprises. Kikoru hurle d'agonie et Konami est choqué de voir ses signes vitaux chuter. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais ils détectent des signaux en direct des Keiju qui ont déjà été éliminés. Le plus choquant, c'est que la force d'âme du Onju réanimé est estimée à 6,4. C'est beaucoup plus puissant qu'avant, et Oshina pense qu'il faut une compagnie entière pour vaincre un Keiju de ce niveau. Il n'y a pas beaucoup de personnes capables d'abattre cette chose rapidement. À ce moment-là, Mina demande à Konami d'activer tous les boucliers à distance pour les examiner et de renvoyer certains des drones. Oshina se dit qu'heureusement, ils sont les seuls à pouvoir vaincre ce Onju, et ils se mettent en route. Les candidats ont reçu l'ordre d'évacuer, mais Kikoru refuse. Elle pense que beaucoup de gens vont perdre la vie si elle n'arrête pas elle-même cette chose. Elle utilise la combinaison pour arrêter l'hémorragie et détermine qu'elle peut encore se battre. À ce moment-là, Kikoru pense aux paroles de son père qui lui a dit d'être parfaite pour leur nation. Kikoru exige maintenant d'elle-même la perfection, mais elle est facilement projetée sur le côté par le Onju. Elle peut à peine bouger, mais elle refuse toujours de perdre. Un regard sur le passé montre que Kikoru était fière de recevoir la meilleure note de la classe. Tous les élèves autour d'elle n'ont bien sûr pas eu les mêmes résultats, mais leurs parents étaient au moins là pour fêter l'événement avec eux. Kikoru essaie de rester positive, car son majordome lui assure que son père sera à la maison ce jour-là et qu'il sera certainement satisfait de son score. Mais en réalité, son père se moque bien de son meilleur score. Il a déclaré que se réjouir d'un seul succès ne pouvait que conduire à l'échec la prochaine fois. Au lieu de se réjouir, il voulait qu'elle se prépare à atteindre son prochain objectif. C'est à ce moment-là qu'il lui a dit qu'elle devait toujours être parfaite pour l'avenir de leur nation et pour celui de sa défunte mère. Les paroles de son père lui pèsent encore aujourd'hui, et elle se défend.
Il lui a toujours dit de ne jamais cesser d'aller de l'avant et de ne jamais laisser quelqu'un être meilleur qu'elle, alors maintenant elle refuse de perdre. Malheureusement pour elle, les dégâts sont trop importants et elle doit à nouveau hurler à cause de la douleur insupportable. À ce moment-là, l'un des drones repère Lonju, et Konami est choqué de voir que son Unurgan offensif sectionné s'est régénéré. Oshina s'inquiète alors que Konami détermine qu'il est en train de rassembler de l'énergie pour une attaque. Oshina et Mina se précipitent sur le site, mais il n'est pas sûr qu'ils arrivent à temps. La bête prépare une immense attaque et Kikoru se rend compte qu'elle est foutue. Elle s'excuse auprès de son père de ne pas être parfaite et se met à pleurer. Le Honju s'apprête à lancer son attaque, mais Kikoru est choquée lorsque Kafka apparaît pour lui dire qu'elle a fait du bon travail. Kikoru est absolument stupéfaite car elle ne comprend pas pourquoi il est là, et l'attaque du monstre les frappe. Bien sûr, Kikoru est encore plus stupéfaite lorsqu'ils ne sont pas blessés et que Kafka commence à se transformer. Kafka explique qu'elle a bien fait de gagner du temps pour que tout le monde évacue, et qu'elle peut donc lui laisser le reste. Ailleurs, tout le monde évacue frénétiquement. Kaguraji utilise des fusées éclairantes pour organiser l'évacuation, ce qui impressionne Izumo. Un retour en arrière montre que Kafka et Ishikawa ont reçu l'ordre d'évacuer. Ils ont reçu l'ordre de ne pas y retourner car Kikoru combattait Lonju ressuscité. Ishikawa était prêt à évacuer, mais Kafka avait déjà disparu. Ishikawa espère que Kafka n'est pas assez fou pour se transformer, car il est sûr qu'il sera éliminé sur le champ s'il le fait. En se précipitant sur les lieux, Ishikawa se rend compte que Kafka est définitivement assez fou pour se transformer, puisqu'il n'hésite pas dans ce genre de situation. De retour auprès de Kikoru, celle-ci est absolument stupéfaite par la transformation de Kafka, et ne comprend pas comment il peut être un Keiju. Kafka lui montre qu'il est tout à fait normal en la suppliant de ne rien dire à la force de défense. À ce moment-là, Kikoru est terrifié lorsque le Honju utilise à nouveau son attaque immensément puissante, mais Kafka la dévie facilement. Kafka lui promet de tout lui dire dans un instant, car il n'a qu'une seconde pour éliminer la bête. À ce moment-là, Konami détecte une mystérieuse source d'énergie ultra puissante près du Honju. L'explosion a coupé leur communication, ils n'ont donc aucun visuel. Ils ont une indication sur la force de la bête, mais Konami refuse de croire qu'elle est réelle. Cette mystérieuse bête est censée avoir une force de résistance de 9,8. Oshina dit que c'est impossible et suppose que l'explosion a dû brouiller le système de mesure. C'est impossible parce que si c'était vrai, ce serait l'un des Keiju les plus puissants de l'histoire. Kafka s'arme comme la bête surpuissante qu'il est. Il s'excuse auprès de Lonju, car il n'a plus beaucoup de temps et il doit en finir d'un seul coup de poing. Kikoru regarde alors avec stupéfaction le coup de poing de Kafka rencontrer le coup de poing de Honju, et le hachus est réduit en miettes. Le visage de Kikoru est marqué par le choc, et les parties du corps de Lonjo sont éparpillées un peu partout. Kafka est satisfait de son travail et demande au monstre d'essayer de revenir à la vie après son attaque. Mais le monstre se remet à bouger, et Kafka le supplie d'arrêter, car il ne faisait que plaisanter. Le monstre est vraiment vaincu, et Kikoru ne peut que se demander qui est ce type. Kafka la sauve d'une autre attaque de Yoju et lui révèle son visage. Il lui assure qu'elle est en sécurité, mais la réprimande pour s'être mise en danger. Très vite, c'est Kafka qui se fait réprimander par Ishikawa. Kafka explique qu'il n'avait prévu de transformer qu'une partie de son corps, mais qu'il a dû changer son plan lorsqu'il a vu le Honju. Ishikawa le réprimande encore, mais la dispute prend fin lorsque Kikoru s'évanouit. Peu après, Mina et Oshina arrivent sur les lieux, mais ils n'arrivent pas à imaginer ce qui a pu causer autant de dégâts au Honju. À ce moment-là, Konami annonce que Kikoru, Ishikawa et Kafka ont réussi à sortir, ce qui signifie que l'évacuation est terminée. Oshina admet que Kikoru est incroyablement forte, mais qu'elle n'aurait jamais pu anéantir le Honjo de la sorte. Mina fait remarquer qu'entre les Keiju qui reviennent à la vie et cette zone d'explosion, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Mina ordonne alors à une unité d'enquête d'inspecter la zone pendant qu'elle et Oshina éliminent les derniers Yoju. Oshina se rend compte que cette explosion est similaire à celle qu'ils ont vue il y a 3 mois, et il se demande s'il y a un lien entre les deux. Plus tard, nous voyons que Kafka est de retour dans un autre hôpital. Ishikawa explique que Kikoru se rétablit également, car ils utilisent la meilleure technologie de la force de défense pour la soigner. Kafka réfléchit à l'examen, qui lui a rappelé à quel point il est difficile de se mesurer à des personnes incroyables. Il lui a également rappelé qu'en poursuivant ses rêves, il y a toujours quelqu'un qui vous bat dans les domaines qui vous tiennent le plus à cœur. Mais le plus important, c'est qu'il s'est souvenu que l'on est tellement excité qu'on ne s'en préoccupe même plus. Kafka est heureux d'avoir décidé de repasser l'examen et remercie Ishikawa de l'avoir encouragé. À ce moment-là, Mina apparaît à l'improviste et les remercie simplement d'avoir transporté Kikoru jusqu'au refuge. Elle part aussi vite qu'elle est apparue, et Kafka l'appelle presque. Il se retient cependant, car ce n'est pas le bon moment, et il préfère attendre d'être officier pour lui parler. Plus confiant que jamais, il lui fait une promesse silencieuse en lui disant de regarder. Près de là, Kikoru fait un cauchemar dans lequel elle se rend compte qu'elle n'a pas réussi à être parfaite pour son père. Elle se réveille en se demandant si son père est arrivé, mais ce n'est que Oshina.
Il lui explique qu'il n'y a pas eu de victime et que c'est grâce à elle qu'elle a vaincu Léonju. Il se demande si ce n'est pas elle qui a vaincu Léonju. Kikoru se souvient de ce qu'a dit Kafka et déclare que c'est elle qui a éliminé Léonju. Ce soir-là, un reportage explique ce qui s'est passé lors de l'examen et révèle que si de nombreuses personnes ont été blessées, il n'y a pas eu de mort. Dans une cabine de toilette, on voit que le mystérieux et intelligent Keiju écoute. Il est stupéfait et déçu d'entendre qu'il n'y a pas eu de mort. C'est alors que le téléphone sonne, et le monstre se rappelle comment répondre. Lorsqu'il décroche, la voix à l'autre bout du fil leur dit qu'il doit retourner au travail. Le monstre se transforme et enfile son uniforme, et nous constatons avec stupeur qu'il est un nouveau membre de l'unité d'élimination de Kafka. Tout le monde espère que Kafka et Ishikawa vont bien après l'incident de l'examen, et le nouveau gars cache sa transformation de façon inquiétante. À l'hôpital, Ishikawa déclare que Kafka commence à ressembler à un homme sur lequel tout le monde peut compter. Cependant, lorsqu'ils reprennent le travail, il reprend tout. Kafka est terrifié et reproche à Ishikawa de l'avoir encouragé à repasser l'examen. Ishikawa lui fait remarquer qu'il le remerciait justement à l'hôpital, et leur dispute est interrompue lorsqu'ils reçoivent des lettres. Ils se préparent à les ouvrir et se mettent d'accord pour le faire en comptant jusqu'à 3. Après avoir pensé à rattraper Mina, Kafka est choqué par ses résultats d'examen. Plus tard, nous voyons que les étudiants qui ont réussi l'examen se sont rassemblés à la base de défense. Ils remarquent que le groupe de Kikoru n'est pas là, mais ils ne sont pas surpris par les résultats. La salle devient silencieuse lorsque Kikoru entre dans la salle, et nous apprenons qu'elle a obtenu la meilleure note. Izumo pensait qu'il serait premier avant l'examen, mais il pense qu'ils vont devoir se battre pour la deuxième place. Kaguraji n'est pas du tout de cet avis, car il souligne qu'il a obtenu la meilleure note à l'examen de conditions physiques. Il laissera Izumo viser la deuxième place, car il a toujours l'intention de viser la première. Yaru se présente à Ishikawa et se demande où est le vieux. Il suppose que Kafka n'a pas réussi, et Ishikawa prend un air inquiet. À ce moment-là, Mina arrive pour commencer la cérémonie de présentation, et Kikoru est choisi pour parler au nom de la nouvelle classe. Les 27 sont désormais considérés comme des officiers de la force de défense, et Kikoru déclare qu'ils donneront leur vie pour la cause. Kikoru est alors choqué lorsque Mina la remercie personnellement d'avoir sauvé tout le monde lors de l'examen. Kikoru devient très triste car elle sait que c'est Kafka qui devrait entendre ces mots, et elle se demande pourquoi il n'est pas là. Il a eu l'audace non seulement de lui sauver la vie, mais aussi de s'inquiéter pour elle comme si elle était une petite fille. Elle devient furieuse, car c'était complètement humiliant, et elle veut toujours savoir pourquoi il a pu devenir un Keiju. À ce moment-là, tout le monde est choqué par l'arrivée tardive de Kafka à la cérémonie. Il s'avère que Kafka a échoué à l'examen. Il a obtenu la note la plus basse à l'examen de conditions physiques et un 0 à son test d'aptitude. Lors d'une réunion visant à déterminer qui serait admis, Mina s'apprête à parler de Kafka, mais Oshina l'interrompt et déclare qu'il prendra Kafka. Les chiffres de Kafka indiquent qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être officier, mais ce qu'il a montré sur le champ de bataille prouve le contraire. Kafka a su repérer les points faibles de l'ennemi, et il a donné la priorité à l'aide aux autres plutôt qu'à son propre nombre de morts. Mais le plus important, c'est que Kafka le faisait vraiment rire. Oshina ne sait pas si Kafka deviendra un jour un officier à part entière, mais il l'intégrera à son peloton en tant que cadet afin qu'il puisse recevoir une formation plus poussée. Mina explique alors qu'il s'inscrit en tant que cadet et qu'elle lui a fait sauter la cérémonie de présentation. Kikoru est heureux de l'apprendre, tout comme les autres. Mina fait ensuite un discours sur le fait que les Keiju sont de plus en plus forts et qu'elle ne pourra pas garantir la survie des nouveaux officiers. Cependant, elle s'engage à se tenir à l'avant-garde afin d'être à la fois leur bouclier et leur lance. Kafka se laisse emporter par son discours et déclare qu'il sera bientôt à ses côtés. Tout le monde est choqué et le traite de fou pour avoir appelé la capitaine par son prénom. Pour avoir parlé à tort et à travers, Mina lui dit qu'il lui doit 100 pompes, mais il pense qu'il s'agissait d'un accident. Oshina rit aux éclats et fait remarquer que Kafka a déjà retrouvé son humour. Mina s'en va, mais Oshina se demande s'il ne l'a pas vu sourire un peu. Konami n'arrive pas à croire que Kafka apporte déjà de l'humour, mais Oshina explique que cet endroit peut devenir assez sombre, et qu'ils ont besoin d'un gars comme lui. Cependant, Oshina a secrètement une autre raison de garder Kafka dans les parages. Il a remarqué quelque chose d'étrange lorsqu'ils ont détecté le Keiju fortifié 9.8. Oshina pense toujours qu'il s'agit d'un simple capteur défectueux, mais il a remarqué que les signes vitaux de quelqu'un ont cessé d'arriver en même temps. Il s'agit de Kafka, et Oshina pense qu'il y a quelque chose d'étrange chez lui. Il a décidé de garder Kafka près de lui afin de découvrir de quoi il s'agit. En bas, tout le monde encourage le vieux monsieur alors qu'il termine ses 100 pompes. Kikoru veut lui parler, et les gars supposent qu'elle veut lui avouer son amour. Elle le nie, et Kafka suppose qu'il s'agit d'un de ses rendez-vous après l'école derrière le gymnase. Kikoru le nie également et lui dit simplement de venir avec elle. Il le fait, et Kikoru est choqué lorsque Kafka lui révèle que Keiju s'est introduit de force dans sa bouche. Kafka se demande s'il ne pourrait pas tout simplement dire la vérité aux forces de défense, qui pourrait peut-être le guérir. Kikoru est persuadé que c'est une très mauvaise idée,
car s'ils ne l'éliminent pas sur le champ, ils lui feront passer le reste de sa vie à subir des tests et des expériences. Pire encore, elle a entendu une rumeur sur ce qu'ils font avec les Keiju assez puissants pour obtenir un numéro. Après leur défaite, les parties de leur corps sont utilisées pour fabriquer une arme spéciale. Kikoru craint que cela n'arrive à Kafka, alors il la supplie de garder son secret. Elle accepte, mais si jamais il tente de nuire à l'humanité, elle jure de mettre fin à ses jours. Tout le monde devient très sérieux, mais Kafka compte en fait sur elle pour le faire si les choses tournent mal. Plus tard, tout le monde assiste à un exercice d'entraînement d'Ishikawa. Il le termine en un peu plus de 2 minutes et demie, et on annonce que sa puissance de combat Uneachid est estimée à 18%. Tout le monde est stupéfait, et Osh est impressionné de voir à quel point il a grandi en si peu de temps. Le camp d'Yaru pensait qu'Ishikawa allait encore établir un nouveau record personnel, et c'est pourquoi il s'est lancé dans l'exercice suivant. Il y va à fond car il refuse d'être dépassé. Yaru termine en 2 minutes et 15 secondes avec une puissance de combat déchaînée à 20%. Yaru est très content de lui et dit à Ishikawa de ne pas se montrer trop arrogant. À ce moment-là, tout le monde est stupéfait, Kikoru termine en 1 minute et 15 secondes avec une puissance de combat déchaînée de 55%. Kikoru nargue les garçons alors que leurs 2 scores combinés sont toujours inférieurs aux siens, et Izumo ne peut s'empêcher de se sentir moyen à ses côtés. Kagurashi fait remarquer qu'il n'a pas le temps de se préoccuper de ceux qui sont meilleurs que lui puisqu'il a maintenant la même puissance de combat que lui. Izumo promet qu'il établira un nouveau record quand ce sera son tour, et tous les puissants rivaux se regardent avec une grande intensité. Cependant, ce moment intense est interrompu lorsqu'un Kafka épuisé termine l'exercice en 6 minutes entières et obtient une puissance de combat de 1%. Kafka est en fait très heureux de ce résultat, car il a transformé le 0% d'avant en 1. Kafka demande à Kikoru de le féliciter, mais Oshina lui fait remarquer qu'il ne deviendra jamais un officier à part entière à ce rythme. En fait, il sera probablement renvoyé dans 3 mois. Oshina leur fait faire 10 tours de piste et leur en donne 5 de plus pour s'être plaint. Konami peut voir qu'il y a beaucoup de rivaux dans cette classe, et Oshina est heureux qu'ils se poussent tous à devenir meilleurs. Ensuite, les garçons sont tous épuisés et Yaru essaie de se disputer avec Ishikawa pour savoir qui a les plus gros muscles. Kafka dit aux enfants d'arrêter de se disputer et leur montre les muscles d'un adulte qui travaille dur. Kafka ne peut pas retenir son estomac bien longtemps et Yaru lui fait remarquer qu'il ne peut pas s'engager dans la force de défense avec une roue de secours comme celle-là. Kafka leur dit que cela leur arrivera aussi quand ils auront 28 ans et leur demande de faire un bras de fer avec lui pour voir qui est le plus fort. C'est à ce moment-là que Kagurashi entre dans la pièce avec ses muscles saillants et leur fait honte. Dans la buanderie, les filles de la classe sont choquées de trouver Mina. Kikoru admire sa forme physique, mais elle sait que cela ne suffit pas à expliquer son incroyable puissance de combat. Kikoru aimerait savoir quel type d'entraînement elle a suivi, et Mina lui demande de se placer à côté d'elle. Kikoru est choqué que Mina veuille lui montrer tout de suite, mais elle accepte avec enthousiasme. De retour au bain, les garçons discutent des raisons pour lesquelles ils ont décidé de rejoindre la force de défense. Yaru a été sauvé par le capitaine Mina Hashiro, et il a toujours voulu être un héros comme elle. Tous les autres garçons partagent le même désir de devenir des héros grâce à elle. Kafka s'étonne qu'elle ait inspiré tant de gens, et Ishikawa souligne qu'elle est la super-héroïne de leur génération. Tous veulent connaître la raison de Kafka, et ils sont choqués d'apprendre qu'il était l'ami d'enfance de Mina. Ils sont encore plus choqués d'apprendre qu'ils ont fait une promesse d'enfance, alors Kafka essaie de s'enfuir. Mais les garçons l'arrêtent et exigent de connaître la suite de son histoire. Après le bain des filles, Kikoru se demande s'il est arrivé quelque chose aux garçons, car ils n'ont pas l'air en forme. Il s'avère qu'ils étaient tellement pris par la conversation qu'ils sont restés trop longtemps dans le bain. Comme ils parlaient de Mina, Kikoru les traite simplement de garçons stupides. La classe fait ensuite d'autres exercices d'entraînement. Il y a eu beaucoup de moments de tension, mais il est clair qu'ils formaient un lien ensemble. Ils faisaient pratiquement tout ensemble et devenaient de plus en plus forts en tant qu'équipe. Un jour, Kafka prend du retard pendant une course, mais son ami Ishikawa est là pour l'aider à continuer. Une nuit, Kafka refuse de dormir car il sait qu'il doit travailler 2 fois plus que les autres. Oshina le surprend et lui fait remarquer que le sommeil est aussi très important. Kafka refuse de se laisser aller à la fatigue et Oshina se demande s'il fait tout cela pour Mina. Kafka n'arrive pas à croire qu'il est au courant, alors Oshina lui dit qu'il devrait supposer que chaque mot qu'il prononce dans le dortoir est enregistré. Kafka déclare qu'il a promis de se battre à ses côtés, mais Oshina lui fait remarquer que cela pourrait être interprété comme une tentative de Kafka de lui voler sa place de vice-capitaine de Mina. Kafka hésite un instant, mais déclare avec assurance que c'est ce qu'il a l'intention de faire, et qu'il fera de son mieux pour y parvenir. Oshina semble contrarié, mais il laisse à Kafka 2 heures de plus pour étudier. Avant de partir, Oshina déclare qu'il ne laissera pas à Kafka sa place à côté de Mina. Kafka le remercie quand même, mais Oshina l'avertit de ne pas trop s'approcher des autres officiers. En effet, tout peut arriver à tout moment. À ce moment-là, une alarme retentit et tout le monde se réveille. C'est exactement ce dont Oshina l'avait prévenu, et il dit à Kafka de se préparer pour sa première mission.
Konami donne à Mina un rapport de situation et l'informe que la zone environnante est en cours d'évacuation. C'est un véritable calvaire, car des tonnes de gens attendent de monter dans des bus. Les forces de défense travaillent avec un autre groupe qui construit actuellement un poste de commandement à proximité. Quant à l'Onju qui est apparu, il est venu du sous-sol et s'est encore agrandi. L'apparition du Onju a été suivie par celle d'un grand nombre de Yoju. Mina déclare qu'elle s'occupera elle-même du Onju et choisit un endroit d'où elle pourra tirer. Mina souhaite bonne chance à tout le monde et ils partent. Oshina déclare qu'il est temps de chasser des Keiju, et Ishikiwa essaie de comprendre qu'il s'agit de leur première mission. Kikoru regarde Kafka, incrédule à l'idée qu'il soit le Keiju numéro 8. Elle espère très sérieusement qu'il ne la décevra pas, mais c'est bien sur le cas, car il est presque sur le point de vomir. Ailleurs, nous avons un aperçu terrifiant du gigantesque Onju et de l'abri d'évacuation. Kafka et les autres membres de la section de Oshina se trouvent dans la zone de neutralisation, et Kafka voit pour la première fois le monstre géant. Oshina explique que l'unité de Mina s'occupera du Onju, mais que le problème est qu'il crée une tonne de Yoju. Leur travail consistera à s'assurer que les Yoju ne s'échappent pas de la zone de neutralisation. Il y a de nouvelles recrues, il est donc normal qu'elles soient placées à l'arrière du combat, mais cela signifie aussi qu'elles sont la dernière ligne de défense. Personne n'a de questions à poser car ils sont tous concentrés sur la mission, alors Oshina se prépare à la commencer. Il déclare que, quel que soit leur résultat à l'entraînement, ils ne sauveront pas une seule vie. Il est temps pour eux de montrer ce qu'ils peuvent faire sur un vrai champ de bataille. Tous les hommes font preuve de camaraderie et Oshina leur dit de s'amuser sur le terrain. L'évacuation des civils est terminée et Mina est à 8 minutes de sa position. Kafka communique avec Ishikiwa et déclare qu'au cours de cette mission, il doit prouver qu'il peut faire le travail. Il pense à Oshina qui lui a dit qu'il ne tiendrait pas 3 mois comme il le fait maintenant, et Kafka craint de ne pas avoir une autre chance de faire ses preuves. Kafka est très nerveux, mais pour une raison inconnue, il est aussi très excité. Il ne sait pas pourquoi, mais Ishikiwa pense que c'est le travail que Kafka a toujours voulu. Ils se promettent tous deux de faire de leur première mission un succès, et on leur annonce que les premiers Yoju sont arrivés dans leur région. Tout le monde est prêt et ils sautent héroïquement du toit de l'immeuble. Kafka déclare avec confiance que cette mission sera un succès, mais il est le seul à descendre lentement le long du bâtiment. Ailleurs, Mina arrive à son poste de tireur d'élite. Un autre groupe est chargé d'attirer l'Onju dans une autre zone et ouvre le feu sur lui. Après plusieurs attaques, la chose géante commence à bouger, et Oshina attend avec impatience de voir tout le monde faire ses preuves. Le combat a commencé, et Kafka est surpris, car il n'a rien à voir avec l'examen, et il est très calme pour une raison inconnue. Kafka a maintenant l'impression que sa combinaison l'aide vraiment, et il libère sa puissance de combat en toute confiance. Malheureusement, il se fait démolir par le Yoju. Sa puissance de combat n'est encore que de 1%, et Kikoru lui dit qu'il est trop à l'avant et qu'il devrait être à l'arrière. Certains vétérans sont ennuyés de devoir se battre avec les débutants, et ils aimeraient qu'ils s'écartent de leur chemin et se cachent quelque part. Les vétérans décident alors d'être prudents et d'attendre les premières lignes pour découvrir les points faibles des Yoju, mais ils sont choqués lorsque Kikoru commence déjà à éliminer les monstres. Elle refuse de rester assise et d'attendre, et attaque tout ce qui semble être un point faible. Kikoru élimine un grand nombre de Yoju, ce qui choque les vétérans, car ce n'est pas le genre de puissance que l'on voit habituellement chez les débutants. Kikoru rougit lorsque Kafka lui dit qu'elle a fait du bon travail, mais elle s'énerve lorsque sa combinaison détecte une augmentation de son rythme cardiaque. Non loin de là, le reste du groupe travaille ensemble pour abattre un Yoju, mais Yaru est choqué lorsqu'il voit qu'Ishikiwa vient d'abattre un Yoju tout seul. Ishikiwa explique qu'il a remplacé les balles en rafale de son fusil par des balles de gel afin de pouvoir ralentir le Yoju pendant qu'il se bat. Cela correspond mieux à son style, et Ishikiwa était persuadé que s'il parvenait à maîtriser cette technique, il serait encore meilleur pour chasser les Keiju. Mais cela ne lui suffit pas, car Ishikiwa pense qu'il doit continuer à devenir plus fort, afin que Kafka n'ait plus jamais à se transformer. Les autres membres du groupe montrent également à quel point ils sont doués, en éliminant plusieurs Yoju. L'autre section n'en revient pas de la force des nouvelles recrues, et même les chefs de section n'étaient pas au courant. Kaguraji et Izumo s'affrontent pour savoir qui éliminera le plus de Keiju, et l'un des chefs de section active le mode Cougar en bavant sur eux. Oshina informe que la puissance de combat moyenne des nouvelles recrues est plus élevée que la plupart des années. Il y a quelques vedettes au sommet, et elle motive les autres à faire mieux. Les rapports sur l'élimination de Yoju continuent d'affluer, et Kafka est choqué d'entendre que même Ishikawa et Yaru avancent. Kafka est découragé car il a l'impression de freiner tout le monde alors qu'il travaille si dur, et il se demande s'il peut faire quelque chose. C'est alors que Kafka se souvient que les vétérans voulaient attendre de connaître les points faibles des Yoju. Kafka jette un coup d'œil à l'un des cadavres de Yoju et décide de se battre à sa manière. À ce moment-là, les autres sont choqués de voir Kafka s'acharner sur le cadavre. Kafka s'est plongé dans ce truc jusqu'au genou, et il se rend compte que même à 1%, la combinaison permet de démanteler facilement le corps d'un Keiju. C'est tellement utile qu'il espère qu'ils pourront donner quelques combinaisons à l'industrie du nettoyage. Kafka reconnaît la structure du Keiju,
mais le noyau n'est pas là où il se trouve normalement dans un monstre de type fongique. Kafka cherche le noyau, et il est choqué de le trouver. Il informe Oshina que le noyau du Yoju se trouve à la base du cou, et Kafka lui indique même la meilleure façon de l'attaquer pour ceux dont la puissance d'attaque est plus faible. Mais surtout, Kafka a découvert que ces Yoju ont des organes reproducteurs. S'ils ne les détruisent pas, les cadavres risquent d'engendrer de nouveaux Keiju. Oshina est stupéfait par le travail de Kafka et demande à Konami de diffuser la nouvelle. Oshina félicite Kafka une fois de plus, et Kafka est stupéfait d'avoir pu aider les forces de défense. Kafka se précipite pour neutraliser les corps des Keiju vaincus, et il promet de faire tout ce qu'il faut pour rester aux côtés de Mina. Il s'arrête alors qu'une grande explosion se produit, et Oshina explique que l'attaque principale contre le Honju a commencé. Le Honju a été attiré vers sa destination, et les autres pelotons utilisent des tirs de suppression pour le maintenir en place. Mina sort alors son arme géante et se prépare à l'utiliser. Alors que tout le monde est à bonne distance, Mina reçoit l'autorisation de tirer. Mina pense à sa compétition avec Kafka pour devenir l'officier le plus cool, et elle se prépare à lui montrer jusqu'où elle est allée. L'incroyable puissance qu'elle libère lui permet de détruire le sol sous ses pieds, et sa combinaison annonce que la puissance de combat de Mina est de 96%. Oshina l'observe et espère que Kafka fait de même. Mina fait feu de son arme, et l'attaque d'une puissance inouïe détruit complètement le gigantesque Honju. Oshina voulait que Kafka regarde pour qu'il puisse voir la puissance de la personne aux côtés de laquelle il essaie de se tenir. Le cœur du Honju est maintenant exposé, Mina charge donc une autre cartouche dans son arme. Elle tire, détruisant encore plus de Honju, et Konami annonce que ses organes vitaux ont disparu. La chose s'effondre, et Konami est un peu surpris lorsque Mina charge une troisième cartouche. Mina tire à nouveau et Konami annonce que le Honju a complètement cessé de bouger. Tout le monde est stupéfait, mais ils sont tous choqués lorsque Mina charge une quatrième balle dans son arme. Konami fait remarquer que l'Honju est déjà à terre, mais Mina demande à Konami de lui donner l'ordre de tirer à nouveau. Il le fait, et Mina tire à nouveau sur le monstre. Kafka la regarde avec une admiration totale, et Oshina arrive pour se demander si Kafka est prêt à abandonner son objectif. Se tenir aux côtés de Mina signifie qu'il devra égaler son incroyable force. Oshina admet qu'il n'en est pas capable. Son pouvoir de combat n'est pas aussi bon que le sien lorsqu'il s'agit d'armes à longue portée, et il ne peut donc pas abattre le grand garçon comme elle le fait. Il en va tout autrement pour les Keiju de petite et moyenne taille. Kafka s'inquiète lorsqu'un Keiju apparaît derrière Oshina, mais c'est l'occasion pour Oshina de montrer la puissance dont il a parlé. D'un simple mouvement, Oshina découpe le Yoju en morceaux et déclare qu'il pense être meilleur que Mina face à des monstres de cette taille. Kafka n'a pas pu voir son attaque, et Oshina explique que sa famille est un clan de chasseurs de Keiju depuis des générations. Il ajoute que le capitaine et le vice-capitaine sont les membres les plus puissants de la force. C'est pourquoi ils reçoivent un équipement spécial adapté à leur style de combat. Mina informe Oshina que le Honju est à terre, alors Oshina dit à Kafka qu'il est enfin temps de commencer le vrai spectacle. Kafka est confus car le Honju est déjà à terre, alors Oshina lui rappelle que le vrai problème, ce sont les innombrables Yoju qui vivent encore à l'intérieur de son cadavre. La quantité incroyable de Yoju commence à sortir, et Oshina dit à tout le monde qu'une fois qu'ils auront éliminé la racaille, ils pourront rentrer chez eux. Les recrues pensent qu'il est un peu trop décontracté, et les vétérans les raillent d'avoir déjà abandonné. Ils sont déterminés à montrer aux nouvelles recrues qu'il n'y a pas que la puissance de combat qui compte, et ils partent donc au combat. Le chef de section, Nakonoshima, dit à Kaguraji et Izumo qu'ils peuvent laisser les vétérans s'occuper de tout, mais qu'ils préfèrent se battre. Konami analyse les nouvelles recrues et constate qu'elles sont fatiguées. Leur puissance de combat et leur endurance sont en baisse. Oshina souligne qu'il s'agit d'une mission importante, mais que s'ils parviennent à la mener à bien, elle leur permettra de passer au niveau supérieur. La plupart des officiers terminent leur carrière avec une puissance de combat comprise entre 20 et 30%. Cependant, un très petit nombre d'entre eux franchissent ce mur et deviennent capitaines. Kikoru est la seule nouvelle recrue à avoir atteint ce niveau, mais Oshina pense qu'il pourrait y en avoir une autre, et cette autre personne est Ishikiwa. Nous voyons alors Ishikiwa éliminer un autre Keiju, et Yaru devient furieux. Il a passé des années à s'entraîner dans une école technique renommée, et il ne comprend pas pourquoi il n'est pas à la hauteur d'Ishikiwa. C'est alors qu'on leur annonce que d'autres Yoju ont été repérés dans les environs, et ils se dirigent tous les deux vers les lignes de front. Ishikiwa est choqué lorsqu'il voit la veste de l'entreprise de nettoyage de monstres, et il se demande ce que l'un des nettoyeurs fait là. Il tente d'expliquer que les nettoyeurs ne seront plus nécessaires pendant un certain temps, mais ils sont ignorés. La personne mystérieuse est simplement déçue car les organes reproducteurs dont elle avait chargé le Yoju ont été détruits. Il se demande comment ils l'ont découvert et suppose que quelqu'un dans la police sait tout sur les Keiju. Les gars sont alors choqués lorsque ce type se tourne vers eux, le visage bouleversé, et leur demande s'ils savent quelque chose sur ce qui s'est passé. Non loin de là, les hommes de l'équipe de nettoyage tentent de repérer Kafka et Ishikawa. Ils sont trop loin, mais ce qu'ils peuvent voir, c'est la taille gigantesque du Keiju. Il est si grand que toutes les entreprises de nettoyage des villes voisines ont été appelées sur les lieux.
C'est alors qu'il remarque que le nouveau venu a disparu. De retour au sol, Ishikawa lui demande de se mettre à l'abri, mais il lance une attaque qui transperce la poitrine d'Yaru. Yaru souffre énormément, mais le type est juste déçu d'avoir manqué le cœur. Il est clair que leur ennemi est un Keiju, mais Ishikawa n'a jamais entendu parler d'un Keiju humanoïde autre que Kafka. Le monstre prend sa forme de Keiju et les deux hommes se rendent compte qu'il s'agit de celui de l'examen. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que c'est lui qui a abattu Kikuro. Le monstre ne veut pas repartir les mains vides, il a donc décidé de prélever un échantillon de l'un de ses officiers des forces de défense. Ishikawa tente d'informer Oshina de l'existence du Keiju humanoïde, mais le monstre révèle qu'il a déjà compris le fonctionnement de leurs appareils de communication. Il a trouvé une astuce pour se cacher des humains, de sorte que toute cette zone est indétectable. L'attaque suivante du monstre fait de sérieux dégâts à Ishikawa, mais ce dernier est à nouveau déçu car il n'a pas visé juste pour une raison ou une autre. Ishikawa est choqué par le fait que le monstre traverse les défenses de sa combinaison, et le monstre sait qu'Ishikawa sait quelque chose. Il s'avère que Kikuro a parlé de ce monstre aux gars au cas où il le rencontrerait. Elle leur a expliqué que son attaque semblait venir de nulle part, mais que s'il se concentrait suffisamment sur ses doigts, il pourrait le voir se préparer à l'attaque. C'est ce que fait Ishikawa, et il choque Yaru lorsqu'il parvient à esquiver les attaques du monstre. Le monstre s'en doutait, mais il est surpris par la riposte d'Ishikawa. Ishikawa dit à Yaru d'aller chercher de l'aide, mais Yaru refuse que quelqu'un d'autre le protège. Malheureusement, Ishikawa doit le sauver d'une nouvelle attaque et le supplie de repartir. Yaru se rend compte de la gravité de la situation à l'approche du monstre et s'enfuit. Ishikawa admet qu'il a peur parce que ce monstre a vaincu Kikoro. Cependant, l'officier des forces de défense qu'il veut devenir met toujours sa vie en jeu pour protéger les personnes qui lui sont chères. Ishikawa commence son attaque, et son seul véritable objectif est de gagner suffisamment de temps pour permettre à Yaru de se mettre à l'abri. Alors qu'il s'enfuit, Yaru n'arrive pas à croire qu'Ishikawa semble être un homme totalement différent. Il ne comprend pas comment il est capable de combattre le monstre, et il déteste devoir s'enfuir. Si l'on regarde en arrière, on voit que tout le monde a été prévenu qu'ils allaient se heurter à un mur en libérant leur puissance de combat. Cela se produit généralement entre 20 et 30%, et seules quelques rares personnes peuvent franchir ce mur. Malheureusement pour Yaru, cela fait 2 semaines qu'il est bloqué à 20%. Depuis qu'il a été sauvé par Mina, Yaru ne pense qu'à devenir plus fort, mais il est frustré car Ishikawa a déjà réussi à le surpasser comme si de rien n'était. De retour au combat, le monstre se rend compte qu'Ishikawa sait certaines choses sur lui. Le monstre lui montre quelque chose qu'il est sûr qu'il ne sait pas encore et déclenche une attaque, mais cette fois, Ishikawa est sauvé par Yaru. Yaru est toujours en très mauvais état et Ishikawa se demande pourquoi il est revenu. Yaru se rend compte qu'il ne déteste pas Ishikawa. La personne qu'il déteste, c'est lui-même, parce qu'il n'a pas changé depuis le jour où il a été sauvé et qu'il est toujours une personne qui a besoin d'être sauvée. Yaru déclare qu'Ishikawa ne le sauve pas, mais qu'il sauve Ishikawa. Le monstre est troublé par leur étrange interaction humaine, mais il comprend vite qu'un des deux humains essayait d'aider l'autre à s'échapper. Il lui explique que leurs efforts sont inutiles car rien ne peut quitter cet espace sans sa permission. Comme ils n'ont pas d'autre choix, Yaru déclare qu'ils doivent se battre ensemble. Yaru est très mal en point, il décide donc de donner une ouverture à Ishikawa pour qu'il puisse porter une attaque puissante. Ils commencent leur attaque, et Ishikawa est choqué lorsqu'Yaru utilise un round conducteur. Yaru déclare qu'Ishikawa n'est pas le seul à essayer différents types de balles, et le monstre s'énerve car la balle l'empêche de bouger. Le monstre décide qu'il devra d'abord éliminer Yaru, mais Yaru se rappelle qu'il a déjà été touché par l'attaque du monstre auparavant. Il se concentre cette fois-ci et parvient à esquiver l'attaque. Le monstre est choqué, et Yaru lui assène un autre coup de chef d'orchestre pour permettre à Ishikawa de s'ouvrir. Ishikawa libère sa puissance de combat maximale et commence à monter en puissance. Il supplie Dieu de lui donner pour une fois plus de puissance que Kikoro et Oshina, et il tire sur le monstre, l'éclaboussant de toutes parts. Les gars sont choqués lorsque la fumée se dissipe pour révéler un mur de cadavres. Le monstre sort du mur et déclare qu'Ishikawa est fini. Yaru crie vers lui, mais cela ne sert à rien car le monstre transperce le corps d'Ishikawa de plusieurs attaques. Ailleurs, Oshina apprend qu'ils ont perdu tout contact avec Yaru et Ishikawa. Kafka s'inquiète, et quelqu'un remarque que l'un des cadavres bouge. Kikoro arrive, et Kafka se rend compte que tout indique que le monstre de l'examen est là. De retour avec les garçons, Yaru s'inquiète pour Ishikawa qui s'effondre. Ishikawa a l'impression que tout son corps brûle, mais il sait qu'il doit prendre sa combinaison pour arrêter l'hémorragie. Ishikawa déclare qu'il est toujours en vie et que le combat n'est donc pas terminé. Le monstre est déçu de voir qu'il peut encore bouger, et il explique qu'il est étonnamment difficile d'arrêter les fonctions motrices d'un humain sans le tuer. Yaru tente d'empêcher le monstre d'attaquer à nouveau, mais il se fait attaquer à son tour. Le monstre décide de mettre fin au combat et teste quelques attaques sur Ishikawa. Ishikawa hurle à l'agonie, mais il peut encore bouger. Le monstre tente alors de l'attaquer à différents endroits de son corps. Ishikawa hurle encore plus fort, et Yaru devient furieux. Son camarade est attaqué sous ses yeux, et il ne peut rien faire.
Yaru déteste l'admettre, mais il reconnaît qu'Ishikawa est incroyable. Yaru est persuadé qu'il deviendra un jour capitaine, alors il ne laissera pas la vie d'Ishikawa s'arrêter là. Il tente héroïquement de tirer à nouveau sur le monstre, mais l'arme est endommagée. Le monstre décide qu'il n'a plus besoin d'Yaru et se prépare à mettre fin à sa vie. La situation étant totalement désespérée, Yaru implore l'aide de Dieu. En fait, la situation est si grave qu'Yaru ne se soucie pas de savoir qui viendra, et il apprécierait l'aide d'un démon ou même du diable en personne. Tout ce qu'il peut faire, c'est implorer de l'aide maintenant, et il souhaite que quelqu'un vienne sauver son ami. Le monstre déclare qu'il est temps pour Yaru de mourir, mais Kafka surgit de nulle part et dit au monstre qu'il sera le seul à mourir. Kafka envoie la bête voler d'un coup de poing, sans qu'elle ne se rende compte de ce qui vient de se passer. Le monstre voit son propre corps et se rend compte que sa tête a été arrachée. Kafka se précipite chez Ishikawa et s'excuse d'être en retard. Yaru est déçu de lui-même et réalise à quel point il est faible. Il ne voulait rien d'autre que d'empêcher cela, mais au final, il a transformé Kafka à nouveau. Yaru est choqué et n'arrive pas à croire qu'il existe un autre Keiju humanoïde. Le monstre s'en aperçoit également et réalise que Kafka est le Keiju numéro 8. Kafka garde une attitude positive en disant à Ishikawa qu'il a besoin que sa combinaison soigne ses blessures, et il rit bien parce que c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire lui-même. Ishikawa veut juste que Kafka soit prudent, et Kafka lui dit de le laisser s'occuper du monstre. Ishikawa est toujours inquiet, car il a un mauvais pressentiment. Le monstre se demande pourquoi un autre Keiju se met en travers de son chemin, et il admet que le Keiju numéro 8 est beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. C'est pourquoi il aimerait avoir le cadavre de Kafka pour pouvoir l'utiliser. À ce moment-là, le monstre envoie un tir en plein dans Kafka, et Ishikawa est choqué qu'il ait réussi à blesser Kafka sous sa forme de Keiju. Le monstre se rend compte qu'il lui faudra bien plus que cela pour éliminer Kafka, et il prépare donc une attaque bien plus puissante. Yaru est choqué lorsqu'il réalise que le monstre ne les prenait pas du tout au sérieux, et Ishikawa dit à Kafka de s'enfuir. Kafka n'écoute pas et se met en colère lorsqu'il se rend compte de la douleur que le monstre a causée à ses amis. Tout le monde est choqué lorsque la rage de Kafka lui permet de libérer une tonne de puissance rien qu'avec sa voix, et qu'il est capable de dévier toutes les attaques du monstre avec un cri. Kafka déclenche alors un barrage d'attaques, et le monstre se prépare à se protéger avec son mur de cadavres. Mais Kafka traverse le mur et le monstre se rend compte qu'il ne peut pas encaisser un autre coup direct. Il tente désespérément de se protéger, mais il est choqué de voir que Kafka le repousse. C'est incroyablement anormal, et les dommages qu'il a subis mettent trop de temps à se réparer. Le monstre est désorienté par la domination de Kafka et décide de battre en retraite. Malheureusement, il se rend vite compte qu'il n'a pas le temps de reculer. Kafka s'installe au sol pour se préparer à sa prochaine attaque et souligne que le cœur du monstre se trouve dans son torse. Il dit au monstre de se préparer, car il s'apprête à le transpercer de part en part. Le monstre se rend compte qu'il est en très mauvaise posture, et Kafka fait ce qu'il a promis en déclenchant une attaque si puissante qu'elle envoie le monstre à l'autre bout de la ville. Le monstre est pratiquement en train de s'effondrer, et il se rend compte que son cœur est complètement exposé. Kafka déclare que le combat est terminé, mais il est interrompu. Des membres de la force de défense arrivent et annoncent à tout le monde qu'ils ont découvert un Keiju humanoïde. Ailleurs, Kikoru combat et vainc un autre Keiju. Elle se souvient que Kafka lui avait dit qu'il allait retrouver Ishikawa et Yaru. Elle ne pensait pas qu'il serait capable de les trouver puisque tout contact avait été perdu avec eux, mais Kafka a supposé qu'ils étaient avec le monstre. Il est capable de sentir les monstres à proximité, alors il a laissé Kikoru s'occuper de tout pendant son absence. À ce moment-là, Kikoru apprend qu'un Keiju humanoïde a été découvert. Il correspond à la description du Keiju numéro 8, Oshina envoie donc une unité de neutralisation à son emplacement, et Kikoru traite Kafka d'idiot. De retour avec Kafka, le monstre profite de ce moment de tension pour s'enfuir. Il déclare qu'il sait maintenant comment fonctionne le Keiju numéro 8, et qu'il le tuera la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Le monstre attaque les officiers des forces de défense, mais Kafka les protège. Le monstre est surpris que Kafka se comporte comme un humain alors qu'il est un Keiju, et il jure qu'ils se reverront un jour. Kafka refuse de se laisser attraper et s'élance dans les airs pour s'enfuir. Il est déçu que le monstre se soit enfui, mais il est heureux d'avoir sauvé ses amis. Alors que Kafka pense s'être échappé, il est choqué d'être retrouvé par Oshina. Oshina déclare à tout le monde qu'il est entré en contact avec le Keiju numéro 8, et tout le monde est stupéfait. Oshina est bouleversé car il pense que c'est le Keiju numéro 8 qui a blessé ses hommes. Ishikawa l'entend et aimerait pouvoir dire à Oshina que le Keiju numéro 8 est en fait leur camarade. Mais il ne peut pas, et Oshina commence à attaquer Kafka. Ses attaques sont incroyablement dangereuses et repoussent Kafka. Kafka se rend compte que Oshina ne mentait pas, il est vraiment doué pour combattre les petits Keiju. Oshina se rend compte que le Keiju numéro 8 est plutôt fort car il a survécu à ses attaques, mais Oshina décide qu'il est temps d'arrêter de jouer avec lui. Kafka n'a vu Oshina qu'avec un sourire, il est donc surpris lorsqu'il voit à quoi ressemble Oshina lorsqu'il élimine des Keiju. La combinaison de Oshina commence à pulser et il demande la permission d'enlever son limiteur. La permission lui est accordée,
et sa combinaison annonce que sa puissance de combat déchaîné est maintenant de 92%. Oshina se met en position d'attaque et déclare qu'il sera le seul à neutraliser le Keiju numéro 8. Kafka ne sait pas ce qu'il doit faire, car il ne veut pas utiliser sa puissante attaque de poing contre Oshina. Il n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, car Oshina a commencé son attaque. Kafka se rend compte qu'il ne pourra pas survivre s'il se retient, d'autant plus que Oshina est si rapide que Kafka ne peut pas endurcir son corps assez vite pour se protéger. Oshina n'est pas aussi fort que le Keiju humanoïde, mais il est nettement plus rapide. Kafka a été surpris par la vitesse de Kikoru, mais Oshina est clairement d'un autre niveau. Oshina porte une attaque dévastatrice, et Kafka se demande si Oshina n'utilise pas une attaque qu'il ne peut pas voir. Oshina annonce qu'il a localisé le cœur du Keiju numéro 8, et Kafka se soigne. Oshina ne se déplace pas comme un humain, mais Kafka se rappelle qu'il n'est pas non plus un humain normal. Le problème, c'est que la régénération consomme beaucoup d'endurance, et qu'il ne peut plus encaisser de coups. Alors que Oshina poursuit son attaque, il pense que le Keiju numéro 8 a une force d'âme d'au moins 8, ce qui fait de lui un des Keiju. Cependant, ce combat lui donne un sentiment étrange. Oshina décide de l'ignorer et augmente la puissance de son attaque. Cette double attaque est trop rapide pour être esquivée, et Kafka comprend rapidement que ce n'était qu'un leurre. Il s'agit en fait d'une triple attaque, et Oshina plonge sa lame dans Kafka. Oshina est choqué lorsque sa lame se coince, et Kafka la bloque parce qu'il sait que Oshina va s'attaquer à son cœur. Oshina est terrifié lorsque Kafka prépare un coup de poing, mais il parvient à l'esquiver. Oshina est déçu de voir que le Keiju numéro 8 s'est enfui, et il le signale à tout le monde. Non loin de là, Kikoru pense à la monstruosité de Keiju numéro 8 et se demande si elle peut vraiment croire en lui. Cependant, elle devient très heureuse lorsque Kafka revient vers elle. Kikoru nie s'être inquiété pour lui et s'apprête à le gronder, mais elle se précipite pour le rattraper lorsqu'il commence à s'effondrer. Il s'excuse d'avoir laissé s'échapper le Keiju qui l'a blessé, mais elle rougit et dit qu'elle l'éliminera elle-même. Kafka part héroïquement à la recherche d'Ishikawa, mais Kikoru lui fait remarquer qu'il ne peut rien faire pour lui. Il s'en sortira de toute façon puisque les forces de défense ont commencé à utiliser la régénération des Keiju dans leur technologie. Enfin, elle réprimande Kafka en lui faisant remarquer qu'il doit s'inquiéter pour lui-même. Tout le monde sait qu'il a pris contact avec Oshina, et il pourrait facilement trouver un indice qui les mènerait directement à lui. Ailleurs, Mina dit qu'elle n'a jamais vu Oshina aussi bouleversée, et elle prend une photo pour s'en souvenir. Mina est alors choquée d'apprendre que Oshina considère que le Keiju numéro 8 est si puissant qu'il serait classé comme un des Keiju. Ce serait le premier en 5 ans, mais le Keiju numéro 8 n'a fait aucune victime. Il n'attaque pas les gens sans discernement, c'est pourquoi Oshina se sentait si étrange en le combattant. Oshina s'est rendu compte que Keiju numéro 8 avait attaqué son arme au lieu de lui, mais il ne sait pas pourquoi. De plus, les mouvements de Keiju numéro 8 donnent à Oshina l'impression de combattre un humain plutôt qu'un Keiju. Mina demande à Oshina de se reposer et déclare que quel que soit le type de Keiju, c'est à eux de l'éliminer. C'est alors qu'on leur apprend que le Keiju humanoïde qui a attaqué en premier est le même que celui de l'examen. Les deux capitaines sont horrifiés lorsqu'ils apprennent que le Keiju était sous forme humaine lorsqu'il a été trouvé pour la première fois. Ailleurs, on voit le Keiju boiter au milieu d'une rue. Un type lui dit de s'écarter du chemin, mais il est confus lorsqu'on le pointe du doigt. Le type demande des réponses, mais il se fait dévorer par le Keiju. Le monstre écoute la radio et apprend qu'il a été désigné par les forces de défense comme cible de neutralisation à long terme. Il a également reçu le nom de code Keiju numéro 9. Keiju numéro 9 ne pense qu'à éliminer Keiju numéro 8, mais il doit rester caché jusqu'à ce qu'il s'habitue à son nouveau corps humain. À l'hôpital, Kafka est heureux de voir Ishikawa se réveiller. Ishikawa est heureux de voir que Kafka va bien, mais Kafka déclare que c'est sa ligne de conduite. Ishikawa remercie alors Kafka de l'avoir sauvé, mais ses deux amis sont horrifiés par ces mots. Ishikawa ne comprend pas pourquoi, mais il est choqué de voir qu'Haru est juste là. Haru se demande pourquoi il remercie Kafka puisque c'est le Keiju numéro 8 qui les a sauvés. Kikoru clarifie la situation en disant que Kafka a découvert les organes reproducteurs des Keiju. Haru tombe dans le panneau et remercie Kafka pour cela aussi. Il se demande pourquoi le Keiju numéro 8 l'a sauvé en premier lieu et pense qu'il était en fait plutôt cool. Haru se demande pourquoi Kafka rougit, et Kikoru l'explique en lui faisant remarquer que Kafka a toujours le même air idiot sur le visage. Plus tard, une fête est organisée pour Ishikawa et Haru, qui viennent de sortir de l'hôpital. À ce moment-là, Kafka est choqué lorsque le chef très sérieux arrive avec du bœuf wagyu japonais de grade A6. C'est un peu exagéré, mais c'est parce qu'Izumo a organisé la fête. Sa famille est encore plus riche que celle de Kikoru, car elle possède la société qui fabrique les combinaisons des forces de défense. Oshina porte un toast et leur dit qu'ils ont fait du bon travail lors de leur première mission. Il est assez rare qu'ils aient tous une pause en même temps, alors il leur dit d'en profiter. C'est ce qu'ils font, et Ishikawa n'a jamais vu tout le monde aussi heureux. Oshina leur dit de ne pas parler trop vite, car le vrai spectacle n'a pas encore commencé. C'est alors qu'Haru et Kikoru commencent à se disputer pour savoir qui est le plus fort pour se montrer et ne pas aider l'équipe.
Ishikawa tente de les calmer, mais Izumo et Kagurashi commencent à se disputer à leur tour. Kafka se joint au chaos en se demandant si les combinaisons ne sont pas défectueuses parce qu'il n'a même pas réussi à vaincre un seul Keiju. Les disputes éclatent partout, mais Oshina voit bien qu'Ishikawa a remarqué quelque chose. Tout le monde parle de la mission, ils discutent de leurs lacunes et de la façon dont ils peuvent s'améliorer. Ishikawa se rend compte qu'il n'est pas le seul à vouloir s'améliorer. À ce moment-là, Kafka demande qu'on le respecte en tant qu'aîné, mais Kagurashi explique qu'il ne respecte que les forts. Cela convient à Kafka, et il se prépare à faire un bras de fer. Les disputes deviennent encore plus intenses, mais Konami affirme que c'est pratiquement une tradition annuelle. Dehors, nous apprenons qu'Izumo n'a pas vu le chef depuis très longtemps. Quelque chose semble être arrivé au père d'Izumo, et Izumo ne l'a pas revu depuis un certain incident. À ce moment-là, Izumo remarque que Kagurashi est juste là, et il se demande s'il a entendu ce dont il parlait. En fait, Kagurashi a juste besoin d'aller aux toilettes, et Izumo se rend compte qu'il n'est pas du genre curieux. De retour à la fête, Oshina fait une annonce. Kafka a sauvé beaucoup de gens grâce à ses connaissances pendant la mission, il est donc promu officier à part entière. Tout le monde est choqué, et Oshina lui souhaite la bienvenue au sein de la force de défense. Tout le monde lui fait la fête et l'encourage, car ils ont toujours cru que le vieil homme pouvait y arriver. Kagurashi ne le montre pas sur son visage, mais il est heureux de voir tout le monde si heureux. Il déclare que s'il peut empêcher quelqu'un de perdre la vie, il le fera. Izumo regarde la scène et est d'accord avec lui. Le lendemain, Mina annonce officiellement à Kafka qu'il est devenu un officier à part entière des forces de défense. Kafka déclare qu'il donnera tout ce qu'il a pour se battre, mais il est choqué lorsque Mina lui dit qu'il est loin d'être capable de se battre à ses côtés. Kafka n'arrive pas à croire qu'elle se souvienne de leur défi, et il lui dit d'attendre. Mais comme il ne s'est pas adressé à elle correctement, il lui doit à nouveau 50 pompes. Heureusement pour Kafka, elle doit se rendre à une réunion où il sera question des Keiju numéro 8 et numéro 9. Mina révèle que c'est Oshina qui a recommandé Kafka comme officier à part entière, et elle espère que Kafka sera à la hauteur de ses attentes. Ce soir-là, Kafka étudie encore tard. Il s'en tient là, car il ne veut pas se faire réprimander à nouveau par Oshina. Kafka remarque que quelqu'un a laissé une lumière allumée dans la salle d'entraînement, mais il est choqué de voir Oshina s'entraîner si tard dans la nuit. Oshina se déplace à une vitesse incroyable et Kafka se rend compte que Oshina s'entraîne à l'imagerie mentale. Il ne s'agit pas de n'importe quel type d'entraînement, car Oshina recrée le combat qu'il a mené contre le Keiju Kafka. Le choc de Kafka attire l'attention de Oshina, qui explique qu'il élabore une stratégie pour le Keiju numéro 8. Ainsi, il pourra le couper en deux d'un seul coup la prochaine fois qu'il le verra. Bien sûr, cela terrifie Kafka, et Oshina explique qu'il aurait pu trancher la tête de Keiju numéro 8 s'il avait fait une seule chose différemment, s'il avait utilisé la compétence 6 au lieu de la compétence 5, il aurait pu découper Keiju numéro 8 et son noyau en ruban. Là encore, Kafka est horrifié. Oshina déclare que le Keiju numéro 8 ne peut pas être traité par un officier normal. Le Keiju numéro 9 étant tout aussi puissant, Oshina décide qu'il doit être celui qui les abattra tous les deux. Cela étonne Kafka, car Oshina n'essaie pas seulement d'assurer la sécurité des civils, mais aussi celle des officiers de son peloton. Admiratif, Kafka déclare qu'il fera de son mieux pour participer au combat. Kafka est très sérieux, mais Oshina lui dit de ne pas être trop arrogant. Il ne s'attend pas à ce qu'un homme doté d'un pouvoir de 1% lui soit d'une quelconque aide. Kafka lui souhaite bonne nuit en partant, mais il est surpris quand Oshina lui dit qu'il peut avoir 1% de ses attentes. Les deux hommes se couchent, mais nous voyons qu'un groupe de Keiju terrifiants se trouve dans le ciel. Ils sont sous le commandement d'un monstre à l'allure puissante, et il ordonne aux Keiju de commencer leur descente. Un peu plus tard, Oshina se rappelle que Keiju numéro 8 se déplace comme un humain. Puis il y a le Keiju numéro 9, qui peut parler et se déguiser en humain. Oshina est très inquiet car quelque chose d'étrange semble se produire avec les Keiju. Ailleurs, Kafka réfléchit à ce que O lui a dit et décide qu'il ne peut pas le laisser tomber. Kafka va se coucher, mais il est choqué de voir le feu pleuvoir du ciel. Une quantité incroyable de boules de feu commence à détruire la base, et les coéquipiers de Kafka se réveillent pour voir la base en plein désarroi. Konami révèle à Oshina qu'il voit des dizaines de Keiju à l'intérieur de la base. Les Keiju les attaquent depuis les airs, et chacun d'entre eux a une force de résistance supérieure à 6. Mais le plus terrifiant, c'est qu'ils sont tous des Honju. Au sol, l'un de ces monstres terrorise la base en déclenchant une puissante attaque. Mina étant absente, Oshina déclare qu'il va donner les ordres pour l'instant et demande à tout le monde de se préparer au combat. Ses instructions sont d'attirer autant de Keiju que possible dans la zone d'entraînement et de s'assurer qu'aucun d'entre eux ne quitte la base. Aucun dommage n'ayant été signalé à l'extérieur de la base, O se demande s'ils n'en ont pas après la base elle-même. Kafka est horrifié de voir la base en feu, et il comprend immédiatement que les Keiju de type Wyvern sont une mauvaise nouvelle. Il s'arrête cependant, car il se rend compte que le fait qu'ils soient de type Wyvern signifie que quelque chose ne va pas. Ailleurs, O demande à tous les utilisateurs de fusils de se rendre au centre de la base, où ils attireront les Keiju pour les abattre. À ce moment-là,
Kafka explique à O que seule une douzaine de Keiju de type Wyvern sont observés chaque année. Cependant, une chose est toujours la même, ils apparaissent toujours seuls. O détermine que leur arrivée en groupe cette fois-ci signifie que quelque chose a le pouvoir de leur faire ravaler leur fierté et l'intelligence d'agir avec un but en tête. Il prédit qu'ils ont un chef puissant. C'est alors que ce chef apparaît devant Oshina. Il dit que sa cible a été repérée, et Oshina dit à Kafka qu'il raccroche maintenant. Le chef demande si O est l'humain le plus fort de la base, mais Oshina est choqué qu'il puisse parler. Mina n'étant pas là, Oshina répond qu'il est le plus fort. Le chef décide que Oshina est sa proie. À ce moment-là, Konami révèle que ce chef est un Dekeiju avec une force d'âme de 8,3. Oshina demande à son second de s'occuper du combat avec les autres Keiju pour qu'il puisse se concentrer, mais il doit rapidement esquiver une attaque du Dekeiju. Le monstre est impressionné, il dit que Oshina a réussi et il déclenche une autre attaque puissante. Oshina l'esquive une fois de plus, mais cela plaît encore plus au Dekeiju. Il décide qu'il est temps de commencer l'anéantissement, et son cri fait hurler tous les autres Keiju. Oshina voit qu'ils réagissent à son cri de guerre, ce qui confirme qu'ils en ont après la base. À ce moment-là, Oshina doit esquiver une nouvelle attaque, et il fait remarquer que les coups de poing du monstre ont l'effet d'une météorite. Il sait que s'il est touché par le monstre, il est fichu, alors il continue d'esquiver les attaques. Oshina parvient à porter une attaque, mais la peau de la bête est encore plus résistante que celle du Keiju numéro 8. Ailleurs, les autres ont du mal à combattre le Keiju. Ils ne parviennent pas à faire de dégâts et sont choqués lorsque Kafka leur dit d'arrêter de les attaquer de face. Ils doivent les attaquer par l'arrière. Les wyverns sont faciles à attaquer de face lorsqu'elles sont en vol, c'est pourquoi leur peau est plus épaisse à cet endroit. La peau de leur dos, en revanche, est aussi fine que possible pour qu'ils ne pèsent pas trop lourd, et le noyau se trouve également près du dos. Les autres sont impressionnés par les connaissances de Kafka et changent leur formation pour viser le dos des Keiju. Izumo et Kaguraji font équipe pour combattre l'une de ces bêtes, et Kaguraji sert de leur. Izumo libère toute sa puissance de combat pour lancer une attaque, mais il doit esquiver rapidement lorsqu'un autre Keiju apparaît pour l'attaquer. C'est vraiment terrifiant, car les Keiju travaillent ensemble et se surveillent mutuellement. Personne ne sait quoi faire, alors ils sont choqués lorsqu'ils entendent Kikoru dire qu'il y a un autre moyen. C'est alors que Kikoru surgit de nulle part, courant à toute allure, et attaque un Keiju. Elle montre une nouvelle arme et déclare que son plan est simplement d'utiliser sa puissance inarrêtable pour percer leur armure frontale. Un coup d'œil en arrière montre que dans le dépôt d'armes terrain de la base, Kikoru a été choqué d'apprendre qu'une arme personnalisée avait été fabriquée spécialement pour elle. Normalement, il faut être capitaine pour en recevoir une, mais ils ont décidé de faire une exception pour Kikoru. Les niveaux de Keiju ont augmenté et Kikoru est le troisième officier le plus puissant de la base, ils ont donc décidé de la considérer comme faisant partie de leur force principale. Mina déclare que Kikoru est désormais officiellement la troisième arme la plus puissante après le capitaine et le vice-capitaine, et que c'est donc à elle d'anéantir les Keiju. De retour dans le présent, Kikoru admet que cette arme est puissante, mais le seul problème est qu'une arme aussi laide ne lui convient pas vraiment. Tout le monde est choqué de voir les dégâts qu'elle a pu faire, et elle déclare que la vie de ce Keiju va maintenant prendre fin. Kikoru esquive l'attaque et révèle que son arme a été fabriquée à partir d'un Unurgan d'un Honjo qui a été neutralisé il y a 2 ans. Oshina lui a dit que si elle appuyait sur la gâchette pour mettre l'arme en marche, elle libérerait des ondes de choc. Kikoru s'en sert pour accélérer son avancée et utilise sa première technique pour écraser le Keiju. Un autre Keiju surgit de nulle part, et elle utilise une autre onde de choc, mais cette fois-ci pour infliger des dégâts considérables. Les gars la regardent avec étonnement et pensent que cette arme lui convient parfaitement. Un autre Keiju apparaît dans le ciel, mais Kikoru est choqué lorsqu'il est touché par des balles gelées. C'est Ishikawa, et Kikoru est impressionné qu'il puisse se battre ainsi contre des Keiju aussi puissants. Ishikawa tire d'autres balles sur le Keiju, et Kikoru l'achève. Kikoru permet à Ishikawa d'avoir l'honneur de l'aider, mais seulement s'il peut tenir le coup. Ishikawa répond qu'il en est capable. Izumo et Kaguraji refusent de se laisser distancer par l'autre père, et décident donc de frapper l'ennemi par derrière lorsque Kikoru les aura distraits. Oshina est heureux d'apprendre que Kikoru fait du bon travail, mais il a un vrai problème avec le chef. La vitesse et la puissance démente de cette chose font reculer Oshina, mais le plus terrifiant, c'est que Oshina peut voir que le Dekeiju prend plaisir à se battre. C'est une émotion que les Keiju ne sont pas censés ressentir. Oshina se fraye un chemin jusqu'à la porte 3 et s'énerve lorsque la bête la détruit. À ce moment-là, il est choqué par la disparition de la bête. Ce monstre terrifiant explique que la plupart des Keiju ne peuvent pas le combattre comme Oshina, et qu'il est donc impatient de manger Oshina et de devenir encore plus fort. Le chef envoie Oshina voler, mais il reconnaît la force de Oshina qui a réussi à lui trancher le bras. À ce moment-là, Oshina s'excuse auprès de Konami car il a décidé de ne pas suivre la procédure. Maintenant qu'ils sont sur le terrain d'entraînement, il n'a plus à s'inquiéter de blesser les officiers, il peut donc se donner à fond. O libère sa puissance de combat de 92% et déclare qu'il est temps de neutraliser ce Dekeiju. Ailleurs, une fille se retrouve dans une situation délicate. Kafka n'est pas loin,
mais il n'arrivera pas à temps, alors il se transforme en jambe pour sauver la jeune fille. Elle est choquée d'avoir été secourue par Kafka et suppose qu'il a dû apprendre à utiliser son costume. Il se laisse faire, mais la bête se prépare à les attaquer. Heureusement, ils sont sauvés par Kikoru et Ishikawa. Kikoru leur demande de mettre les blessés à l'abri. Ishikawa s'adresse alors directement à Kafka et lui dit de ne pas prendre de risques. Il lui rappelle qu'il est désormais un officier à part entière et qu'il doit croire en ses collègues. Kafka comprend et est stupéfait de les voir se battre. Ils travaillent ensemble pour combattre le Keiju, et Kafka ne peut que se demander quand ils ont appris à travailler en équipe. À ce moment-là, Konami annonce que d'autres unités sont arrivées pour l'aider. Kafka ne peut pas être plus heureux, car cela signifie que les officiers supérieurs qui n'étaient pas en service se sont enfin montrés. Le peloton commence à élaborer un plan de travail commun et les choses commencent à s'améliorer. Ils parviennent à repousser les assauts même sans la présence de Mina. Kafka va aider les blessés et pense à l'excellence de sa 3e division. À proximité, Oshina dit au chef qu'ils ont choisi de se battre avec les mauvaises personnes et qu'il est certain qu'ils gagneront. Les deux hommes recommencent à se battre et le Dekeju se rend compte de quelque chose. Oshina a tranché à travers les minuscules interstices de son exosquelette. Il est déçu, car le combat n'a plus rien d'amusant pour lui. Sachant ce que vise Oshina, il se contente de fermer les ouvertures. C'est alors qu'il est choqué de voir Oshina réussir à le découper en morceaux. Le chef réalise alors que le fait que Oshina vise ses ouvertures n'était qu'une diversion. Oshina met le chef en pièces, mais c'est lui qui est choqué lorsque le monstre devient encore plus excité. C'est le genre de combat qu'il aime, et il commence à se régénérer. Il est heureux de combattre quelqu'un qui rivalise avec sa propre puissance, mais il est à nouveau surpris lorsqu'Oshina le découpe suffisamment pour exposer son cœur. O utilise une autre technique d'épée de Oshina, et tout le monde célèbre en pensant que le combat est terminé. À ce moment-là, Konami remarque quelque chose d'étrange, et Oshina crie que le combat n'est pas terminé. Près de lui, Kafka ressent une vive douleur et se demande pourquoi sa capacité de détection se déclenche alors qu'il ne s'est pas transformé. Kafka craint le pire et s'inquiète pour O. Konami est tout aussi terrifié, et Oshina observe le Dekeju qui commence à se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Il se rend compte que la position du noyau a dû changer et qu'il n'a donc pas pu le détruire complètement. Le Dekeju dégage de la vapeur à très haute température, et O est heureux de l'avoir amené sur le terrain d'entraînement. À ce moment-là, Konami annonce que la force de résistance du Dekeju augmente, et elle n'en croit pas ses yeux. La bête finit de se transformer, et elle annonce que sa force est maintenant de 9. O est horrifié de voir ce qu'il est devenu, et le Dekeju pousse un puissant rugissement. Konami craint que Oshina ne soit pas en mesure de maîtriser seul le Behemoth, qui le domine de toute sa hauteur. Kafka continue de ressentir une vive douleur et il voit bien que Oshina est en difficulté. Le géant attaque Oshina, mais ce dernier parvient étonnamment à couper la bête. Il l'entaille encore plusieurs fois, ce qui fait hurler le monstre, mais celui-ci déclare que la vitesse de Oshina ne pourra pas le sauver. Oshina parvient presque à poignarder l'œil du monstre, et Konami s'étonne qu'il soit encore capable de combattre la bête après qu'elle se soit transformée. Oshina se déplace à une vitesse incroyable, mais ses lames ne tranchent pas complètement, et c'est pour cela qu'il déteste les Keiju géants. Oshina décide d'utiliser sa vitesse pour atteindre le cœur du monstre sur son dos, mais il s'arrête sans crier gare. Oshina crache du sang et sa combinaison lui indique qu'il est en surchauffe. Il lui recommande d'annuler immédiatement sa libération maximale, et Konami lui fait remarquer que cela fait 10 minutes qu'il n'a pas utilisé sa libération maximale. Elle le supplie de l'arrêter, mais Oshina est occupé à esquiver les attaques. Oshina pense qu'il ne lui reste qu'une minute, mais il est choqué de constater que les Keiju volants s'autodétruisent pour l'attaquer. Il ressemble à de terrifiants missiles vivants, mais Oshina s'en moque car il lui offre un écran de fumée pour se cacher du géant. Il utilise cet avantage pour escalader un bâtiment et parvient à se placer derrière le géant. Malheureusement, cette chose a des yeux dans le dos et envoie Oshina voler à travers plusieurs bâtiments. Tout le monde craint pour sa vie et la combinaison de Oshina atteint ses limites, annulant sa libération maximale. Il lui est recommandé de se faire soigner immédiatement, et Konami l'appelle. Un regard dans le passé montre quelqu'un qui dit à Oshina que l'ère des lames est révolue. Si nous étions 100 ans plus tôt, les talents de Oshina avec les lames auraient fait de lui un génie. D'autres armes étaient considérées comme meilleures à l'époque, et Oshina a donc été invité à renoncer à rejoindre les forces de défense. Konami continue d'appeler Oshina et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le Keiju géant frappe comme un camion, mais Oshina avait réglé son bouclier au maximum. Oshina n'a plus de libération maximale et ne sait pas quoi faire. Il s'inquiète pour tous les autres, mais on lui dit qu'il commence à prendre le dessus sur les Yoju. Oshina est heureux de l'apprendre et décide qu'il devra lui aussi se battre jusqu'au bout. Konami le supplie d'arrêter, mais il est trop tard. Oshina esquive une attaque et utilise une autre technique pour couper la bête, mais celle-ci se régénère. Oshina finit par être touché et repense au passé. On lui a dit que sa puissance de combat avec des armes à feu était faible, et que cela ne suffirait pas à l'époque actuelle. Même après avoir intégré les forces de défense, on lui a dit de démissionner. Les Keiju géants sont de plus en plus fréquents,
et on pense qu'il ne pourra pas les affronter avec ses seules lames. Oshina a entendu les mêmes choses toute sa vie, mais Mina a été la seule personne à dire quelque chose de différent. Il s'attendait à ce qu'elle lui dise d'abandonner, mais il a été choqué lorsqu'elle lui a demandé de rejoindre sa force. Ils sont tous les deux opposés, car il n'est bon qu'à combattre les petits Kaiju, alors qu'elle n'est bonne qu'à combattre les géants. Mina lui a confié la responsabilité de la base, et il déclare qu'il la protégera à tout prix. Oshina utilise technique après technique et parvient à faire de sérieux dégâts. Il finit par atteindre sa 6e technique, mais tout le monde est horrifié lorsque la bête l'attrape. Kafka arrive et est terrifié de voir Oshina s'éteindre. Kafka décide qu'il n'a pas d'autre choix, mais Ishikawa est sûr que si Kafka se transforme maintenant, il n'aura aucun moyen de s'échapper. Ishikawa tente d'arrêter Kafka, mais ce dernier a déjà décidé que la vie de ses camarades était plus importante. Kafka commence à se transformer, mais il s'arrête lorsque tout le monde est choqué d'entendre la voix de Mina. Oshina dit au géant qu'il gagne ce combat, et le géant est frappé par une attaque majeure. Oshina explique qu'il est le vice-capitaine et que c'est à lui d'établir la cible de Mina. Mina annonce qu'elle ne suivra pas la procédure et se prépare à faire exploser le géant avec son énorme arme. Son prochain tir fait exploser un gros morceau de la bête, mais Mina doit éviter d'être touchée par l'un des Kaiju volants. Le géant se régénère rapidement, et Oshina dit à Mina que son cœur se trouve dans son dos. Kafka continue de se rapprocher, et Oshina se rend compte que vaincre la bête ne sera pas si facile, même pour Mina. Il libère sa puissance de combat à 63% et utilise quelques attaques pour limiter la mobilité du monstre. Oshina veut en faire une cible plus facile pour Mina, mais Konami est choqué de voir qu'il peut encore se battre alors que sa combinaison a déjà dépassé ses limites. Ses attaques sont annulées par la régénération du monstre, et Oshina se rend compte que sa puissance n'est pas suffisante. Il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire, mais il est stupéfait lorsque Kikoru sort de nulle part. Elle utilise sa hache massive, mais se rend compte qu'elle n'est pas encore assez forte pour l'égratigner. Kikoru est surprise lorsqu'Oshina lui dit de continuer. Il va ouvrir la carapace du monstre, et il veut qu'elle creuse les blessures. C'est ce qu'ils font tous les deux, et Kikoru est stupéfaite de voir que le plan fonctionne. C'est Kikoru qui est en surchauffe, mais ce n'est pas grave, car elle a bien contribué à rendre le monstre moins mobile. Cela permet à Mina de porter une autre attaque, et le cœur du monstre est maintenant exposé. Mina n'a plus qu'une seule balle, et tout le monde arrive pour la soutenir. Il la protège et Oshina demande à certains d'entre eux d'attaquer le monstre sans relâche pour l'empêcher de se régénérer. Le combat s'intensifie, et Oshina se surpasse de plus en plus pour pouvoir continuer à frapper la bête. Le corps d'Oshina a du mal à tenir, mais il est déterminé à se frayer un chemin. Il refuse d'abandonner car il sait que c'est la seule façon de laisser sa marque. À ce moment-là, le monstre est sur le point de le dévorer, mais Mina le remercie pour son travail et déclare qu'elle a eu raison de faire de Oshina son vice-capitaine. La puissance de combat de Mina passe à 96% et elle se prépare à lancer son attaque la plus puissante. Oshina dit au géant qu'il n'a pas choisi les bonnes personnes pour s'amuser, et l'attaque de Mina réduit le monstre en pièces. Konami annonce que le Honju est à terre, et tout le monde se réjouit. Oshina aide Kikoru à se relever et Kafka admire son capitaine Mina. Il devient très émotif en déclarant que c'est la force de défense dans laquelle il voulait être depuis qu'il était enfant. Les capitaines sont extraordinaires et Kafka espère être à leur côté un jour. Ishikawa lui dit que son visage est en désordre, mais Kafka répond qu'il est juste un peu émotif. Ishikawa fait remarquer qu'ils n'en sont qu'à leur début, et ils conviennent de faire de leur mieux. Oshina veut s'occuper du reste des Yoju, mais Mina lui dit qu'il doit se reposer. Mina lui répond qu'elle doit également se reposer, car il ne lui reste que 1% dans sa combinaison avant qu'elle ne surchauffe. À ce moment-là, le tigre de Mina sent quelque chose, et tout le monde est choqué de voir une chose terrifiante dans le ciel. Il devient rapidement évident que c'est la raison pour laquelle le géant a lancé son cri de guerre, et Konami annonce que le niveau de puissance de la chose augmente. Les monstres plongent dans la chose et créent une bombe Yoju géante. Ces dégâts seront équivalents à ceux d'une bombe nucléaire, et Oshina doit dire aux autres de ne pas tirer dessus. Mina veut que tout le monde évacue, mais Oshina sait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le géant interpelle Oshina et lui fait remarquer que leur combat se terminera par un match nul. À ce moment-là, quelqu'un se précipite vers la bombe et Ishikawa supplie Kafka de ne pas faire ce qu'il a prévu. Oshina tente de l'arrêter à son tour et explique que Kafka ne peut rien faire. Oshina s'arrête cependant et est choqué de voir à quelle vitesse Kafka se déplace. Il se déplace à une vitesse folle, et ce n'est pas ce à quoi ressemble une puissance de combat déchaînée à 1%. Tout le monde est incrédule lorsque Kafka se transforme juste devant eux, et Konami annonce qu'il détecte un signal gigantesque. Il a une force d'âme de 9,8, et elle explique que cette créature est le Kaiju numéro 8. La bouche de Oshina manque de tomber par terre sous le choc, et il se souvient qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Il s'est toujours méfié de Kafka, mais il l'aimait trop et a fermé les yeux sur ses soupçons. Kafka transformé s'excuse en pensée auprès de Oshina pour lui avoir menti et auprès de Kikoru parce qu'elle a si bien gardé son secret. Il s'excuse également auprès d'Ishikawa car il ne pourra pas tenir sa promesse. Kafka pense alors à Mina et se prépare à faire quelque chose de fou. Ishikawa tente de l'arrêter,
mais en vain. Kafka pense que tout le monde a risqué sa vie et décide qu'il ne peut pas être le seul à privilégier sa propre sécurité. Kafka s'élance dans le ciel et déclare qu'il fait lui aussi partie de la force de défense. C'est maintenant à son tour de protéger les autres, et il utilise l'un de ses puissants coups de poing pour frapper la bombe géante. La bombe est envoyée très haut dans le ciel et Kafka s'écrase sur terre. Mina demande à tout le monde d'utiliser leur bouclier maximum, et la bombe dans le ciel provoque une explosion massive. Bien qu'elle soit à des kilomètres dans le ciel, l'onde de choc de l'explosion cause tout de même de sérieux dégâts au sol. Kafka reste cependant debout pendant l'explosion, afin de protéger ses camarades. Tout commence à se calmer et Kafka se rend compte qu'il a vraiment réussi cette fois-ci. Ses bras et ses jambes tiennent à peine, et Kafka déclare qu'il est trop vieux pour faire des cascades comme celle qu'il vient de faire. À ce moment-là, Mina appelle Kafka, mais elle se corrige et l'appelle Keiju numéro 8. Elle lève son arme vers lui et dit à Keiju numéro 8 qu'elle le met en garde à vue. Un peu plus tard, les hauts responsables des forces de défense discutent de ce qu'ils doivent faire au sujet du Keiju numéro 8. Ils sont choqués qu'un des Keiju ait pu se cacher au sein de leurs forces et décident de le cacher aux médias. Une rumeur circule selon laquelle un pays expérimente des greffes de tissu entre Keiju et humains, et il pourrait tenter quelque chose s'il apprenait l'existence de Keiju numéro 8. Certains membres suggèrent de se débarrasser de Keiju numéro 8 et de fabriquer des armes à partir de son cadavre, mais d'autres estiment qu'il devrait essayer de l'utiliser comme une arme vivante. Le directeur général Shinomiya, quant à lui, a déclaré qu'il prendrait une décision après avoir amené Keiju numéro 8 pour le voir de leurs propres yeux. Pour ce faire, il prévoit d'ordonner à la 3e division de livrer le Keiju numéro 8. Ailleurs, dans un centre de confinement, nous voyons que Kafka est attaché et surveillé de près. Cela fait déjà un jour que Kafka est là, et il se souvient de ce que Kikoru lui a dit à propos des forces de défense qui utilisent les corps des Keiju pour fabriquer des armes. Kafka est furieux contre lui-même, car il était si près de pouvoir se tenir aux côtés de Mina. Il est persuadé que Mina lui en veut, et il est choqué lorsqu'elle arrive pour le transporter au quartier général. Kafka tente de s'excuser auprès d'elle, mais Oshina le fait taire. Alors qu'il est transporté, Kafka réalise qu'il ne peut pas leur en vouloir de le traiter ainsi parce qu'il leur a caché un secret aussi insensé. Kafka est emmené à l'extérieur, et nous voyons que tous les membres de la 3e division sont là. Kafka ne peut même pas regarder Ishikawa dans les yeux, car il est sûr que ce dernier lui en veut. Ishikawa s'est efforcé de veiller sur lui, Kafka espère donc qu'il lui pardonnera. En montant dans le transport, Kafka se rend compte que tout est vraiment terminé. Cependant, Ishikawa s'avance de manière choquante et déclare qu'il est convaincu que Kafka reviendra. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Mina semble très calme et dit à Kafka qu'il n'y a pas de caméra dans la pièce. Elle a bien sûr été choquée de voir Kafka sous la forme d'un Keiju lorsqu'il s'est précipité pour sauver tout le monde, mais elle s'est aussi dit que cela lui ressemblait. Mina révèle alors qu'ils sont en train de monter un dossier pour défendre Kafka. Ils espèrent prouver qu'il est toujours humain afin de pouvoir le sauver. Kafka est choqué lorsqu'elle lui explique que personne au sein de la 3e division ne le considère comme un ennemi. Mina commence à lui lire ses droits, mais Kafka veut juste savoir s'il peut encore essayer de rester à ses côtés. Mina répond calmement par l'affirmative et déclare qu'elle l'attendra toujours. Kafka devient très émotif et le transport s'en va. Oshina le traite d'imbécile et demande à tous les membres de la 3e division de le saluer. Un vieil homme se demande ce qu'il fait, mais Oshina répond habilement qu'il ne fait que saluer le capitaine Mina. Au quartier général, Kafka est enfermé derrière plusieurs barrières. Quelques jours plus tard, nous constatons que les autres membres du peloton de Kafka sont vraiment bouleversés. Yaru tente de remonter le moral des troupes en plaisantant sur le fait que Kafka est le seul Keiju à avoir un ventre à bière, mais Ishikawa n'esquisse même pas un sourire. Certains membres racontent avec tristesse que Kafka leur a sauvé la vie, mais Kaguraji fait remarquer que ce ne sont pas eux qui prennent les décisions. C'est le bureau de neutralisation qui décidera du sort de Kafka. Un humain qui se transforme en Keiju, c'est vraiment énorme, et si cela se sait, ce sera la panique dans le monde entier. Les gens devront vivre leur vie en se demandant si la personne à côté d'eux est un Keiju. Cette idée est terrifiante, et le groupe se rend compte qu'il ne peut pas s'impliquer dans cette affaire. Ailleurs, Mina demande à Konami de faire quelque chose pour elle. Konami est choquée de voir ce qu'elle demande, mais elle assure à Mina qu'elle peut s'en charger. On demande à Oshina ce qu'il pense qu'il va arriver à Kafka, et il dit simplement qu'il aura besoin de Kafka avec lui. Lorsqu'il s'est battu contre Kafka, Oshina a vu qu'il n'utilisait pas toutes ses forces. Cela le contrarie vraiment, et Oshina déclare que la prochaine fois, ils se battront pour de vrai. Ailleurs, Kikoru va voir le directeur général, qui est son père, et elle demande officiellement que Kafka ne soit pas éliminé. Elle révèle qu'il lui a sauvé la vie, mais le directeur ne veut pas entendre parler de ses échecs. Il lui montre alors des radiographies de la poitrine de Kafka, qui révèlent que, bien qu'il l'ait fait ressembler à un cœur, Kafka a en réalité un noyau. Kikoru est choqué, et le directeur déclare que Kafka n'est pas un humain. C'est un Keiju, comme celui qui a éliminé la mère de Kikoru. Kikoru est horrifié et le directeur demande à sa fille de partir. Kikoru se prépare à partir,
mais elle déclare d'abord qu'elle veut toujours croire en Kafka. Dans sa cellule, Kafka se prépare à un nouvel examen médical, mais il aimerait bien avoir un bon lit pour dormir. Il pense à tout ce qu'il a à dire à ses amis et décide qu'il ne peut pas abandonner quoi qu'il arrive. De retour avec les autres, Mina leur annonce qu'ils seront temporairement séparés et envoyés dans d'autres divisions. Leur base a été détruite et n'est plus adaptée à l'entraînement des nouvelles recrues. Les supérieurs s'inquiètent de l'apparition de tous les Dekeju, car ils pensent qu'il pourrait s'agir d'une chaîne d'incidents liés entre eux. Il est possible que d'autres apparaissent, alors Mina dit aux gars qu'ils doivent être prêts parce que ce sont eux qui arrêtent les Dekeju. Mina révèle que c'est pour cette raison qu'ils prendront les meilleurs recrues et qu'ils les entraîneront au-delà des frontières des divisions. Izumo a l'esprit critique, car il pense que les supérieurs sont en train de séparer tous ceux qui étaient proches de Kafka afin de les surveiller. Hyaru refuse de participer si c'est le cas, mais Mina leur assure que ce plan est à l'étude depuis un certain temps. Les gars sont soulagés, mais ils hésitent encore à quitter la 3e division parce qu'ils s'y plaisent beaucoup. Ils sont choqués, cependant, quand Ishikawa accepte de partir sans hésiter. Par la suite, Izumo entend Kagurashi dire qu'il doit sauver quelqu'un. Il parlait à son ancien commandant et demandait à être présenté à toute personne susceptible d'aider Kafka. Kagurashi n'est pas du genre à demander des faveurs, mais il rappelle à Izumo qu'il a dit qu'il ne voulait perdre personne. Kafka est l'un d'entre eux, et il refuse de l'abandonner. De retour auprès de Kafka, il réfléchit à ce qu'a dit Mina et jure de prouver qu'il est humain afin de pouvoir retourner auprès de tout le monde. C'est alors que Shinomiya arrive, et tout le monde est choqué qu'il soit entré personnellement dans la cellule. Kafka tente désespérément de lui dire qu'il n'est pas un Keju, et tout le monde est stupéfait lorsque Shinomiya demande aux opérateurs de relâcher les liens qui l'entravent. Les opérateurs horrifiés rappellent à Shinomiya que Kafka est le très dangereux Keju numéro 8, mais cela ne fait qu'exaspérer Shinomiya. Il fait remarquer qu'un des Keju pourrait briser les entraves comme si de rien n'était, et que Kafka reste assis là parce qu'il en a envie. Les liens sont relâchés, et Kafka se dit que le directeur va l'écouter. Kafka commence à expliquer qu'il est humain, mais Shinomiya commence à lui tirer dessus. Kafka se demande ce qu'il fait, mais il n'a pas le temps de poser des questions car Shinomiya lui broie les côtes. Shinomiya met les choses au clair en expliquant qu'une créature capable d'arrêter des balles avec sa peau nue ne peut jamais être considérée comme humaine. Il l'appelle Keju numéro 8 et prélève un échantillon du sang de Kafka, mais ce dernier déclare qu'il n'est pas un Keju. Il explique qu'il est Kafka Ibino, mais Shinomiya donne un signal aux opérateurs. À ce moment-là, 2 mallettes sont apportées, et elles contiennent 2 gants. Shinomiya les enfile pendant que les opérateurs annoncent que la synchronisation de la cellule de Keju numéro 2 est claire et que l'activation est terminée. Shinomiya se met en marche et déclare qu'il est temps de commencer à se débarrasser du Keju numéro 8. Kafka refuse de se transformer complètement car il doit prouver qu'il est humain. Cependant, l'attaque redoutable de Shinomiya arrache le bras de Kafka, qui subit de sérieux dégâts. Kikoru s'inquiète pour Kafka, mais les autres directeurs sont heureux de voir que Shinomiya l'a encore. C'est l'homme que l'on appelait autrefois le soldat le plus fort que les forces de défense aient jamais vu. La fumée se dissipe pour révéler que Kafka est toujours en vie, et Shinomiya fait remarquer qu'il ressemble beaucoup plus à un Keju maintenant. Kafka court alors pour sauver sa vie alors que le terrifiant directeur montre son incroyable puissance, et Kafka se rend compte qu'il ne peut pas encaisser un coup de ce type. Son plan est de continuer à esquiver jusqu'à ce que la combinaison de Shinomiya surchauffe. Mais cela s'avère très difficile, car Shinomiya continue son assaut. Shinomiya finit par porter une immense attaque qui écrase Kafka au plafond, et Kafka ne comprend pas pourquoi son corps réagit ainsi. C'est la même chose que lorsqu'il a combattu le Dekeju. Kafka est confus parce qu'il n'y a pas de Keju dans les parages, mais il est horrifié lorsqu'il comprend ce qui se passe. Un autre réalisateur explique qu'il y a plusieurs années, le pays a failli être détruit par le Keju numéro 2. Ce n'était que le 2e Keju à recevoir un numéro. Il avait une puissance incroyable, et le costume et le bras de Shinomiya ont été fabriqués à partir du Keju numéro 2. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que Shinomiya est la seule personne à avoir pu les utiliser. Shinomiya inflige de sérieux dégâts, et Kafka n'en peut plus. Il tente de s'échapper, mais il est choqué de constater que Shinomiya lui a enlevé sa jambe d'une manière ou d'une autre. Kikoru crie à Kafka alors que Shinomiya porte un coup dévastateur, mais tout le monde est choqué lorsque Kafka se transforme enfin complètement. Shinomiya est heureuse que le Keju ait enfin montré son vrai visage, mais Kikoru sent bien que quelque chose ne va pas. Kafka n'a pas dit un seul mot, mais il pousse un rugissement monstrueux. Ce rugissement fait voler en éclats tout ce qui se trouve aux alentours, et Kikoru est persuadé que quelque chose ne va pas. Au fond de Kafka, nous voyons qu'il ne peut plus contrôler son corps. Il est horrifié de voir qu'il se transforme de plus en plus en monstre, et le Keju qui est entré dans son corps ne cesse de lui dire d'éliminer tout le monde. Le corps de Kafka se précipite pour attaquer Shinomiya, et Kikoru appelle Kafka. Avant cela, Hyaru s'inquiète pour Ishikawa, qui s'entraîne peut-être trop dur. Ishikawa accepte d'aller dans une autre unité, et Hyaru se demande s'il n'est pas inquiet pour Kafka. Ishikawa explique qu'il veut devenir plus fort et qu'il doit le faire le plus rapidement possible. Il ne peut pas le faire s'il reste,
Alors il doit partir pour pouvoir protéger Kafka la prochaine fois au lieu que ce soit Kafka qui le protège. Hyaru refuse de perdre face à Ishikawa, il s'engage donc à s'entraîner dur lui aussi. Les chefs de section arrivent et expliquent que c'est aujourd'hui que l'on décidera du sort de Kafka. Ils sont optimistes car ils ont tous écrit des lettres au nom de Kafka. Mina a également été convoquée au quartier général, et ils pensent tous que c'est pour lui annoncer de bonnes nouvelles. Mina arrive au siège et on lui dit d'attendre car le directeur général est en train d'examiner Kafka. Elle va s'asseoir, mais on lui dit qu'elle n'est là qu'en tant qu'observatrice et qu'il n'y a pas de place pour elle. De retour avec Kafka, nous le voyons à nouveau devenir fou, et Kikoru tente de lui rappeler qu'il est humain. Shinomiya esquive l'attaque de Kafka et peut dire que Kafka n'est qu'un animal, il ne se soucie pas de laisser des ouvertures après son attaque. La raison devient claire lorsque Kafka se casse le dos pour pivoter et lancer une autre attaque. Shinomiya est choqué car Kafka a utilisé une attaque qui détruit son propre corps, sachant qu'il peut se régénérer. Kafka tente de s'arrêter, mais c'est peine perdue car il déclenche un barrage d'attaques. Shinomiya parvient à créer une certaine distance, mais il sait que sa vie aurait pris fin sans son armure. Il utilise une attaque pour envoyer Kafka voler, mais il est choqué de voir que Kafka a utilisé son corps comme un leurre et s'est régénéré à partir de son noyau derrière lui. Ce style de combat est trop difficile pour Kafka, et il craint de ne pas survivre. Les deux combattants s'affrontent et tout le monde est choqué par l'ampleur des dégâts subis par l'abri, qui est pourtant le plus solide possible. L'abri est censé pouvoir résister aux attaques d'un Keiju fortifié à 10 reprises. Ces dégâts sont logiques, car le Keiju numéro 8 est en train de combattre le Keiju numéro 2. Kikoru est étonné que Shinomiya soit capable de combattre un Keiju numéroté, mais l'un des réalisateurs pense qu'il y a quelque chose d'étrange. Shinomiya aurait pu mettre fin à la vie de Kafka lorsqu'il était sous sa forme humaine, mais il semble pousser Kafka à le tester. Il ne comprend pas pourquoi, et Kikoru est choqué car elle commence à se demander si Shinomiya ne donne pas à Kafka une chance de survivre. Ailleurs, Kaguraji explique pourquoi le passé d'une personne n'a pas d'importance. Ce sont leurs actions qui sont les plus importantes, et Kafka lui a déjà sauvé la vie. Izumo est finalement d'accord avec lui et regarde le numéro de téléphone de son père. De retour au combat, l'intensité monte d'un cran et Shinomiya subit de sérieux dégâts. Les réalisateurs s'inquiètent car il devient évident que la force d'âme du Keiju numéro 8 dépasse les attentes de tous. Kafka se rend compte qu'il doit s'arrêter, mais cela ne sert à rien. Le combat fait rage et devient de plus en plus dangereux. Shinomiya porte une attaque puissante, ce qui a pour effet d'énerver la bête. Kafka la supplie d'arrêter, mais son corps de Keiju s'empare de Shinomiya. Kafka est persuadé qu'il finira par prendre la vie de Shinomiya, et il voit à quel point Kikoru est terrifié. Kafka jure de ne pas prendre la vie de son père devant elle, mais son Keiju continue d'attaquer. Kikoru se souvient de la promesse qu'elle avait faite d'éliminer Kafka s'il commençait à blesser des humains, mais elle veut encore croire en lui. Elle crie à Kafka de ne pas céder à sa forme de Keiju, et Kafka se bat avec acharnement pour s'y opposer. Mais le Keiju est trop fort pour lui, et Kafka se rend compte que c'est toujours comme ça que les choses se passent pour lui. Il se plante toujours au moment le plus important. C'est encore une fois le cas lorsque le Keiju le dévore. Le Keiju numéro 8 prépare sa prochaine attaque, et Shinomiya décide que tout est perdu car ce qu'il espérait n'arrivera pas. Le corps de Kafka s'envole, car il a lui aussi perdu espoir, mais il est choqué lorsqu'il voit Mina lui tendre la main. Il se souvient qu'elle lui a dit qu'elle l'attendrait toujours, et Kafka retrouve sa détermination. Kikoru regarde le Keiju numéro 8 attaquer, mais le sang vient de la bête. Tout le monde est choqué car Kafka vient de se donner un coup de poing en pleine poitrine. Kafka déclare qu'il n'est pas Keiju numéro 8, mais Kafka Ibino. Tous les spectateurs sont devenus silencieux à cause du choc, et Kafka s'effondre. Il reprend sa forme humaine et Shinomiya doit dire à l'un de ses hommes, Narumi, de ranger son arme. Narumi s'exécute à contre-séure et nous apprenons qu'il est le capitaine de la première division des forces de défense. Il souligne que Shinomiya n'a jamais demandé de renfort et qu'il a donc cru qu'il voulait mettre fin à ses jours. Shinomiya affirme qu'il avait tout sous contrôle, mais il admet que le Keiju numéro 8 était plus fort que ce à quoi il s'attendait. Shinomiya appelle des médecins pour récupérer Keiju numéro 8, et Narumi se demande ce que Shinomiya a décidé de faire de lui. Après son examen, les directeurs expliquent qu'ils veulent savoir ce que Mina pense de Keiju numéro 8 car elle était son commandant. Les rapports indiquent qu'elle connaissait Kafka avant même d'intégrer les forces de défense, et elle précise qu'elle ne lui a jamais accordé de traitement de faveur. La preuve en est qu'elle l'a recalé lors des examens d'entrée. Un directeur fait remarquer qu'ils ont déjà pris leur décision et qu'ils ont juste besoin de son rapport pour les formalités administratives. Son témoignage n'aura aucun effet sur le sort de Kafka. Mina déclare qu'elle laissera aux professionnels le soin de décider si Kafka est un humain ou un Keiju. Elle se contentera de leur dire ce qu'elle sait de Kafka en tant qu'officier des forces de défense. Mina explique que c'est un travailleur acharné qui a sauvé la vie de ses camarades à de nombreuses reprises. Cela a été particulièrement vrai lorsqu'il a sauvé la base de l'attaque du Keiju numéro 10, mais les réalisateurs soulignent qu'il n'a pu le faire que grâce à son pouvoir Keiju. Tous les succès qu'il a remportés sont une preuve supplémentaire que Kafka est un Keiju. Mina n'en disconvient pas,
et les directeurs supposent qu'il a simplement utilisé son pouvoir de Keiju pour tricher et réussir l'examen d'entrée. Mina, cependant, clarifie les choses et dit que Kafka a réussi parce qu'il n'a jamais abandonné. Peu importe le nombre de fois où il a échoué à l'examen et où il a appris que son pouvoir de combat déchaîné était de 0%, il a continué à essayer. Même si son corps s'est transformé en Keiju, Kafka n'a jamais cessé d'essayer de sauver des gens. Mina dit qu'elle connaît très bien Kafka et qu'il se soucie des autres plus que quiconque. Un retour en arrière montre Mina en larmes après avoir perdu son chat. Kafka était à ses côtés et il pouvait ressentir sa douleur. Mina dit au directeur que Kafka a plus d'humanité que quiconque, et elle pense que son cœur devrait être le facteur décisif pour savoir s'ils peuvent lui faire confiance ou non. Le conseil est contrarié car il ne peut pas se fier à quelque chose d'aussi vague. Shinomiya la remercie pour sa contribution et la congédie. Le conseil révèle qu'il avait besoin de son avis pour ne pas être accusé d'avoir pris une décision brutale. Cela fait, ils sont prêts à se débarrasser du Keiju numéro 8. Cependant, la décision appartient toujours à Shinomiya. Nous voyons alors Kafka réfléchir au fait qu'il s'est juré de faire payer le Keiju pour avoir fait pleurer Mina. C'est pourquoi, alors qu'il semblait sur le point de se transformer complètement en Keiju, il a décidé de mettre fin à ses jours alors qu'il était encore humain. Quelques instants plus tard, Kafka est choqué d'être encore en vie. Shinomiya voit que Kafka est bouleversé et lui assure qu'il n'est pas là pour le blesser, mais il est choqué par la réaction de Kafka. Kafka est heureux de ne pas avoir mis fin à la vie de Shinomiya, car il ne pourrait plus jamais faire face à Kikoru. Kafka se demande s'ils ont décidé d'accepter qu'il est humain, mais Shinomiya fait remarquer que Kafka ne serait pas en vie en ce moment s'il avait le cœur fragile d'un humain. Le conseil a décidé que Kafka est un Keiju, mais il n'a pas encore décidé s'il représente une menace. La plupart des membres étaient opposés à ce qu'on le laisse vivre, mais Shinomiya a décidé de ne pas transformer Kafka en arme. Au lieu de cela, il se battra pour eux. Cette décision a contrarié le conseil, mais Shinomiya a décidé que Kafka pouvait être contrôlé. Cela a été prouvé par le fait que Kafka est resté dans la force de défense pendant des mois. Les autres s'inquiètent car il n'y a pas de précédent à ce que Shinomiya veut faire, mais ils déclarent qu'ils ne peuvent pas s'inquiéter car de plus en plus de Keiju ont commencé à apparaître. Si un essaim de Keiju émerge et que leur nombre dépasse de loin ce à quoi ils s'attendent, la nation sera facilement anéantie. Le seul moyen d'avoir une chance est d'utiliser l'incroyable pouvoir de Kafka. Le conseil a dû accepter sa décision, mais il a clairement fait savoir qu'il ne l'appréciait pas. Shinomiya appelle Kafka par son nom pour la première fois et lui demande de prouver sa valeur s'il veut survivre. Il est clair qu'ils veulent juste l'utiliser comme une arme, mais Kafka déclare qu'il est un officier de la force de défense et qu'il fera en sorte qu'il l'accepte comme tel. Mina et Kikoru apprennent la bonne nouvelle, mais Kikoru sait qu'elle ne peut pas se contenter d'être heureuse. Elle doit devenir plus forte, sinon elle ne sera pas en mesure d'arrêter Kafka si elle en a besoin. Kaguraji dit à Izumo que son père n'est pas à l'origine de la décision, et Izumo est étonné que Kafka ait remporté cette victoire tout seul. Les autres officiers sont également ravis et Ishikawa déclare qu'il savait que cela arriverait depuis le début. Oshina explique à Konami que le plus dur est à venir, car les choses vont mal tourner si les gens apprennent qu'ils ont un Keiju dans leur rang. La nouvelle finira par se répandre, et Kafka devra se montrer suffisamment utile pour que personne ne refuse son aide. Kafka est épuisé à l'hôpital, mais il se rappelle que Mina l'attend. Ailleurs, les anciens copains de Kafka sont étonnés par un certain Number 9. Cette personne vient de commencer à jouer aux échecs en ligne, mais elle a déjà atteint le sommet du classement. Nous découvrons alors que cette personne est en fait le Keiju Number 9, et qu'il utilisait le jeu pour déterminer le niveau intellectuel de l'humanité. Le processus est terminé, et il détermine que l'arme des humains est la capacité d'accumuler des connaissances à travers les générations. Il a compris la configuration de la base des forces de défense et décide qu'il est temps de passer à la phase suivante de son plan. Il n'est pas seul, et il dit à son autre clone qu'il est temps de ramener la puissance Keiju qui est tombée entre les mains des humains de leur côté. C'est ainsi que se termine la saison 1. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour d'autres récapitulatifs d'animes géniaux.